Bonjour, je suis Sébastien du Passe-Temps et je me trouve dans la réserve rangée du Passe-Temps. On s'organise pour préparer un petit inventaire, on va compter toutes les boîtes pour être sûr qu'elles sont bien toutes là. Du coup on sera fermé mardi. Allez hop, déjà ça fait une petite info qui est là. Je suis dans un couloir très étroit ça fait 16, pour vous dire que ce Cdispo est à la confluence, comme me l'a dit Simon tout à l'heure, de Vichy et de Essen. Mon Dieu, ça ne sonne pas bien du tout. Vichy et Essen, c'est un petit peu les deux mamelles du monde ludique, un peu comme les deux mamelles du fun. D'un côté, il y a des grosses sorties d'annoncées, et de l'autre côté, il y a des grosses sorties qui arrivent. La semaine qu'il y a est un petit peu velue. La première fois que vous m'avez vu d'ailleurs sur cette chaîne, c'était pour le gros Cdispo de Noël dernier, qui avait duré 2h30. Potentiellement, ça pourrait durer 2h30 aussi, ça va être un peu ce genre-là de vidéo. Du coup, on a un peu tout compartimenté. Ici, dans ce couloir, nous allons vous parler des retours en stock. Juste un peu plus tard, nous allons vous parler des puzzles. Dans le couloir d'à côté, nous allons vous parler plutôt des grosses boîtes de jeux qui sont là. Et ensuite, nous allons descendre petit à petit dans l'escalier des petites boîtes de jeux. Et là, il y a, je pense, il y a quoi? Il y a une trentaine de jeux encore dans les sorties de la semaine en bas. Ouais, c'est ça. Il y a 50-60 jeux dans le total. Et ensuite, on va arriver dans les jeux, dans la clairière des jeux exposés, où on va pouvoir vous parler un petit peu des grosses sorties de l'année. Parce qu'il y a beaucoup de sorties, mais il y a beaucoup de très bonnes sorties qui seront probablement dans les jeux que vous allez pouvoir commander à Noël pour offrir ou pour vous, si vous voulez. Dans les jeux marquants de 2022, je pense qu'il y en a 5-6 cette semaine qui tapent très haut niveau. Ouais, de toute façon, je pense que vous le verrez, il y a probablement des jeux dont vous avez entendu parler dans cette vidéo, dont vous réentendrez sûrement parler dans des vidéos des meilleurs jeux ou autres, ou dans d'autres vidéos. On y revient très bientôt. Dans ces retours en stock, on en avait vu pendant un petit moment et ça nous était très demandé, Western Legends, un jeu de bac à sable coopératif qui se passe dans le Far West, où vous allez pouvoir des tonnes... Non, compétitif, oui. Il me fait signe que... J'ai un mime derrière la caméra. Non, mais le truc, c'est que j'avais dans la tête que c'était compétitif, mais j'ai dit coopératif. Écoutez, des fois on dit des mots, et des fois c'est pas les chaussettes. Chaussons aux pommes. Ouais, bah tout à fait. Vous allez pouvoir faire différentes choses, aller braquer des banques et devenir hors la loi. Vous vous foutez un peu sur la tête, c'est un jeu qui est très libre, ça cartonne aux États-Unis et c'est de retour en stock. Les deux petits scénarios, même les trois petits scénarios d'Arkham Noir, j'en ai mis que deux parce qu'il n'y avait pas la place. Des jeux un peu dans l'univers d'Onirim, une espèce de réussite en solo avec un univers un peu dark. Si vous aimez les jeux solo, ça peut être tout à fait pour vous. Juste en dessous. T'en as mis partout. J'en ai mis, voilà, c'est rangé, mais j'en ai mis un peu partout. L'extension Toxan. Toscan. C'est, voilà, You don't have to put on the red wine. Un jour, je vais voir une orthophoniste. L'extension Toscan de Viticulture est de retour en stock, c'était très attendu. C'est l'extension un peu majeure, si vous aimez le jeu, c'est quasiment indispensable. Normalement, vous jouez pendant 2 manches sur 4 dans Viticulture, là vous jouez pendant toutes les manches, c'est à double le contenu du jeu. Si vous venez au magasin, Thomas vous en dira le plus grand bien. Sachant que bientôt il y a Viticulture World qui sort, l'extension coopérative. Ça fait des années que tu demandes des extensions coopératives pour les jeux de gestion. Oui. Ça arrive. Je demande, je suis exaucé. Ça arrive mi-octobre d'ailleurs, on va pouvoir bientôt en parler. Sébastien, tu voudrais nous montrer ta boîte de jeux? Je vais vous parler de Zigounet. Serez-vous à la hauteur? C'est le jeu de la bite, tout bonnement. On peut pas le dire autrement. 2 3 on pourrait mixer les jeux, le jeu du doigt et les zigounettes. Voilà. Je sais pas, c'est un jeu de deck building, quoi, un peu comme... Alors, qu'on soit clair, c'est une merde. Mais chaque fois que j'en commande un, quelqu'un l'achète. Bah ouais, du coup... Dans les 24 heures qui suivent. Donc attention, vous avez 24 heures pour acheter Zigounet, sinon... Parce qu'on en a qu'un. Alors, on n'a qu'une zigounette, ça pourrait être le nom d'une émission de Laurent Ruquier. J'ai honte, c'est vraiment trop bof. Ce Cdispo, ça va pas du tout. Un jeu beaucoup moins bof, parce que c'est un jeu qu'on est beaucoup à avoir beaucoup aimé cette année. Dictopia. Et dans Dictopia, il y a Topia. Il y a Topia. C'est ça. Un jeu dans lequel un Scrabble en plus fun, vous avez 1 minute 30 pour faire des mots. C'est un des très chouettes jeux cette année. Un jeu écolo-friendly, à Toulouse, créé à Toulouse. Le retour en stock d'Objection, qui avait été parlé dans une vidéo des meilleurs jeux d'il y a 2 ans. Ouais, tout à fait. Jeu à 2 qui se passe dans un univers de tribunal. Et normalement, la petite vérification, les retours en stock sont terminés. Wow. Ça a été séquencé, ça a été efficace. Et là, on se retrouve dans un lieu particulier qui est le bureau de Nicolas. Ah oui, le pauvre Nicolas, je crois que ce bureau, c'est le bureau légendaire du Passe-Temps, parce que c'est le fameux bureau qui est enseveli sous les puzzles. Alors, il est enseveli sous les puzzles, mais moi, quand j'étais venu bosser les premières fois l'été dernier, ça puait, en plus de ça. Ça puait comme jamais.
Et, et ça sentait le renfermer. Non, il y avait les caroms, je crois, ou je sais plus quoi. Il y avait des jeux en bois qui sentaient très mauvais. C'est ça. Et là, maintenant, il y a des puzzles, donc déjà, ça sent un peu meilleur. Donc vous voyez, quand on vous dit qu'on aime bien les puzzles, il y en a quelques-uns. Il y a quelques plateaux d'échecs par-ci, par-là, parce qu'on n'est pas à ça près comme j'aimerais. Mais il y en a jamais assez. C'est ça. Et du coup, en voilà quelques petits nouveaux. C'est pas exactement un puzzle, mais on est encore sur des trucs artistiques. Un memory, pixel art. Vous allez devoir rassembler des tableaux. Le tableau normalement et le tableau en pixel art. Parce que c'est plus compliqué qu'un memory classique. Très bien. Simon commande des bêtises. On nous en demande. C'est un lot de 6 boîtes pour ranger vos pièces de puzzle, pour pouvoir les trier entre elles, sachant que les boîtes à l'intérieur ont la forme de pièces de puzzle. Si vous ne pratiquez pas le puzzle, ça peut aussi servir pour mettre les cacahuètes et les noix de cajou à l'apéro. Bah ouais, voilà. Par exemple. C'est quand la dernière fois qu'on t'a demandé un vaisselier pour l'apéro? Eh bien, prochainement peut-être, en tout cas, vous pourrez en acheter chez nous. Un puzzle Ye Old Shoppe, une espèce de petite bibliothèque sympathique. Comme avec, elle est belle cette bibliothèque. Ah, il y a un ours espèce très de joli. vieux chat qui pue dedans. Vraiment, il a l'air pas content du tout. Mais il y a un petit... Ah, mais du coup, toi qui regardes The Office, tu adores Angela, j'imagine? Oui, elle adore. Bah oui, elle a énormément de chats. Et une collection de chez Castorland, des puzzles de 3000, 4000 pièces. Regardez-moi comme il est germanique. Ça, c'est vraiment trop beau. Mais franchement, cette collection, elle est trop belle. Un petit coucou à Aurélien qui est passé à la boutique aujourd'hui, des toucans. Voilà. Bah voilà, du coup, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Hop, une place à Venise. Je ne l'ai pas inventé, c'est écrit dessus. J'ai commandé vraiment les plus beaux, hein, je trouve. Une après-midi à Nice. Il faudrait que Christy fasse regardez, ce puzzle en live. Il y a Christian Estrosi, il est juste là. Et Christy tout court. Et une caméra de vidéosurveillance. C'est vraiment une belle après-midi à Nice. Et franchement, ouais, Nice, c'est une très belle ville. On est les Nice People. Là, c'est quoi? Saint-Émilion. Il n'y a pas que du vin, il y a aussi une fabrique de Emmanuel Macaron. Eh ben c'est cool. Bah ouais, ça fait envie. Et là, ici, hommage, on pense très fort à la reine d'Angleterre. The Crown. Voilà, God Save the King. Vous avez ici un José, le gars qui surveille le palais. Oh, Charles III, je te vois. Meghan, es-tu là? Voilà. Renaud Mégane. Eh ben écoutez, voilà, on a un nouveau puzzle, il y a 2000, 3000, 4000 pièces. Voilà. Je pense que il faudrait que je compte, vu qu'on a un inventaire, on pourra compter combien on a de références de puzzles en tout. On pourra faire le total, genre, au global, au passe-temps, nous possédons tant de millions de pièces de puzzle. Oui, on pourra faire nombre de puzzles fois nombre de pièces, et on aura un total. Donc là, du coup, on était vraiment sur la gamme expert, puzzle expert. Ouais. On dit pas ça, hein. Non. Bah, pourquoi on dit ça pour les jeux? Parce que déjà, il faudrait pas le dire, donc déjà... C'est vrai. Alors ensuite, là, du coup, maintenant, nous allons aller dans le couloir où nous allons nous rapprocher du bureau de Simon. Ah. Donc là, vous voyez un petit peu le contexte dans lequel Simon travaille, qui est un peu moins oppressé que Nicolas. Non, oui, c'est carrément vachement mieux, dis donc. C'est beaucoup mieux. Avec une petite fenêtre pour surveiller ce qui se passe dans le magasin. Regardez, vous n'avez jamais vu cette vue du passe-temps? Et ben voilà. Des fois, quand vous venez au passe-temps, je passe la tête et je me dis, tiens, et là, c'est vue passe-temps de nuit, et vue de haut. Et du coup, déjà, vous pouvez repérer des trucs que vous allez voir tout à l'heure. Dans un premier temps, de quoi qu'on va parler? Je l'ai mis sur ton bureau parce que c'est ton super-héros préféré, comme tous les super-héros. Batman The Dark Knight Returns, pas inspiré du film de Christopher Nolan, mais de la BD de Frank Miller. C'est un jeu coopératif qui se joue à 1 ou à 2, où vous allez arpenter les rues de Gotham, et vous allez devoir valider différentes quêtes, affronter des ennemis, éviter la presse et compagnie, pour aller affronter un boss. Vous allez enchaîner, j'ai pas trouvé le nom exact, je crois que c'est 4 scénarios. Oui. Sachant que lorsque vous complétez un scénario, quand vous avez battu le boss du susdit scénario, et une fois que vous avez fait ça, vous allez passer au scénario suivant. Mais tous les éléments qui étaient en jeu au moment du scénario restent en jeu. Genre, s'il y avait des ennemis qui étaient restés dans les rues, ils resteront au même endroit lors des scénarios suivants. Pour garder ça, le plateau, c'est un plateau Velleda, vous écrivez des trucs dessus pour conserver ça d'une partie à l'autre. Un peu comme dans les Pandémie Legacy, vous allez pouvoir écrire sur le plateau et le garder de partie à partie. Mais sachant que c'est complètement rejouable, quoi. Il y a des événements aléatoires, des lancers de dés, donc vous pouvez refaire plusieurs fois la campagne. Les illustrations du plateau sont... je suis pas sûr que ce soit Frank Miller qui les ait faites, mais en tout cas, c'est clairement dans ce style-là. Et vous avez une version, bam, de luxe, avec des figurines à la place des pions, qui est... Alors attends, parce que les gens voient bien le néon qui est au-dessus, mais un peu moins les figurines. Pardon, donc là on va les figurines de Batman, de Superman, de Robin et autres. Alors ça c'est vraiment le genre de truc, c'est peut-être pas vous qui allez vous l'acheter, c'est le genre de truc, faites-le vous offrir, c'est un peu cher. Mais franchement, tu mets ça sur une étagère, ça a de la gueule. Hein. Tu vois, rien que la boîte. Enfin, même cette boîte-là, tu vois, c'est des jolies boîtes. C'est pas de la déco, c'est un jeu, c'est fait pour être joué. Non, mais il peut y avoir les deux. D'accord. Je te l'accorde. Canvas, tu l'accroches au mur, c'est joli, et le jeu est sympa derrière. Grave. Ensuite, nous avons... Alors là, il faut que je me souvienne à quel endroit j'ai mis les jeux. Arsène Lupin, ça, je l'avais très bien présenté, mais du coup, je vais pas le représenter aujourd'hui. Quel naufrage. Oh là là.
L'extension de Massive Darkness 2, il y a 3 à 4 semaines, Simon, un matin, quand tout avait planté, avait parlé de Massive Darkness, un jeu de Cool Mini or Not, Zombicide et compagnie, coopératif dans un univers avec des archanges et des archidémons. Ici, c'est une extension qui rajoute des nouveaux scénarios et qui ajoute un mode campagne. Vous allez pouvoir, comme l'extension de Zombicide il y a 2 semaines, vous allez pouvoir jouer des scénarios et faire progresser vos personnages encore plus loin que ce qu'il y avait juste avant. Dans les figurines, on avait Michel la dernière fois, là vous avez Baal Berit et Raphaël, qui va chanter Caravane si jamais vous avez de la chance. En termes de jeu à campagne, je pense que c'est un truc qui était assez attendu. En tout cas, moi j'étais intrigué, mais on n'a pas reçu de boîte de démonstration, donc on ne pourra pas l'essayer. Si jamais vous en avez une chez vous, n'hésitez pas. Lands of Galzir, c'est un jeu à campagne dans l'univers de la Vallée des Marchands. L'univers de la Vallée des Marchands. Donc, ce qui dans l'idée a pas grand chose à voir. Et c'est pareil, une espèce d'énorme jeu bac à sable. Vous pouvez le jouer en compétitif, en coopératif. Et vous allez arpenter un plateau, récupérer des objets, valider des quêtes. Et toutes les parties vont être générées grâce à une application que vous pouvez télécharger sur internet. Du plat, tu vas y arriver. Ah, excusez-moi, enfin, j'essaie d'éviter les reflets. Pardon, ok. Ouais, j'avoue que pour moi ça reflète pas, donc je m'en rends moins compte. Ouais. On va pouvoir donc se déplacer sur un plateau, faire des tests de compétences grâce à des lancers de dés, posséder des objets devant nous qui vont pouvoir modifier nos différentes compétences, et valider des quêtes. La partie s'arrête au bout d'un certain nombre de tours. En compétitif, je gagne si j'ai acquis plus de réputation que mes camarades, enfin que mes adversaires. En coopératif, on gagne si on a acquis un certain nombre de réputations en un certain nombre de tours. C'est... Vous pouvez faire des campagnes, vous pouvez vous sauvegarder facilement, vous pouvez redémarrer là où vous êtes arrêté, vous pouvez faire des parties qui se suivent mais pas avec les mêmes personnes, donc autant vous dire que... Il y a un côté 7ème continent, tout ça, un peu en mode à la campagne. Mais assez léger en termes de règles, genre le bouquin de règles fait 16 pages, et toute la première partie c'est vraiment de dire, sur l'application il y a ça, vous jouez comme ça, mais la règle c'est vraiment, je me déplace, je joue une action, et ça a l'air assez léger en termes de fonctionnement. Machina Arcana, une autre grosse boîte, un autre jeu, cette fois-ci coopératif. Alors attention, où sont les reflets? Partout. Partout, parfait. Mais très bien. Eh bien regarde, mettons-le ici, devant ces boîtes de l'âge de pierre. Machina Arcana, je vais retourner la boîte parce que sinon c'est un peu moins parlant. Un jeu coopératif dans l'univers de Lovecraft, dans l'univers de Cthulhu, où vous allez suivre différents scénarios. Vous allez... Est-ce qu'on n'est pas un peu dans Hellscape, tout ça, mais à chaque fois dans des ambiances un peu différentes? C'est un peu ça, c'est pas tout... Enfin, le système de jeu, je suis pas sûr que ce soit le gros intérêt du jeu. Enfin, le gros point central, c'est vraiment l'univers qui nous est décrit et l'expérience qu'on va vivre avec les copains et les copines. C'est la troisième édition du jeu. Et vous allez tabasser des monstres, vous allez vous déplacer dans des plateaux. Pareil, c'est 3-4 scénarios, mais qui sont rejouables parce que le tirage va être différent, les cartes que vous allez mélanger pour constituer le scénario ne seront pas les mêmes, les invocations, les apparitions de monstres ne seront pas les mêmes. Donc, gros jeu dans l'univers de Cthulhu, si jamais ça vous parle. Je pense que Massive Darkness et Machina Arcana, ça peut s'adresser aux mêmes personnes, en termes de jeu, mais les gens vont pas forcément acheter les deux parce que les deux univers leur parlent pas. Tu choisis un peu ton équipe, quoi. Un peu... Dites-moi, Émile, est-ce qu'on peut tromper 1000 fois une personne? Ouais, c'était pas évident. Ce qui va pas être évident non plus, c'est Quartermaster Général, la Première Guerre mondiale en moins de 2 heures. Il y avait cette punchline-là sur, comment ça s'appelait? Sur Blitzkrieg aussi, là, le jeu de Paolo Mori. Ouais. Et je me demande, bon, il y a plus de gens qui ont vécu la Première Guerre mondiale qui sont encore en vie actuellement, mais... Est-ce que... Oui, en fait, à la base, ça s'appelait Quarter Général 19h14. Ouais. Et ça couvrait la guerre de 19h14 à 19h16. C'est ça, parce que Patricia avait volé le goûter de Philippe. Et voilà. C'était assez terrible. Mais non, mais j'imagine, genre, ils voient ça, ils font ouais, j'ai pas spécialement envie de revivre la Première Guerre mondiale. Voilà. C'est un jeu qui va simuler la Première Guerre mondiale. Vous allez vous affronter. Vous allez jouer par équipe, si je dis pas de bêtises. Vous avez la France et l'Italie, les Royaumes-Unis et les Américains. Les Américains. Et les Russes. L'Allemagne ou l'Autriche-Hongrie. Ouais, c'est ça. L'Autriche-Hongrie. Et voilà. Et l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman, c'est ça. On peut jouer jusqu'à 5. Côté asymétrique, où vous allez vous affronter dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Si vous avez connu la version Seconde Guerre mondiale, c'est globalement le même système de jeu, mais transposé à l'époque. Autant les autres, on n'y a pas joué. Autant moi, j'ai joué à 45 et je joue très très bientôt à 1914. Ouais. C'est très très bon. Mmh. C'est d'une fluidité assez rare. Tu joues des cartes, tu fais apparaître des trucs. On peut dire beaucoup de mémoire 44, mais moi, Quartermaster Général, je trouve ça vraiment excellent. L'opposition en équipe marche diablement bien. 2-5 joueurs, dans toutes les configs, ça marche. J'avoue, comparé à mémoire 44, déjà visuellement, tu vois le plateau, ça fait un peu plus envie, quoi. T'as un peu plus envie de te dire, vas-y, j'ai envie d'y jouer. Alors que mémoire 44, c'est un peu plus froid quand tu connais pas. Non, c'est vraiment d'excellents jeux, c'est injustement méconnu, c'est vraiment très très bon.
Eh ben, n'hésitez pas à revivre la Première Guerre mondiale dans le jeu, hein, pas dans la vraie vie, Dans le parce jeu. que dans la vraie vie. Oh, on va y revenir. Ah, voilà. Ah, Hein bah, bonne dame. Après Terraforming Mars, Quartermaster Général, Seconde Guerre mondiale se voit attribuer une extension Prélude. Contrairement à Terraforming Mars, c'est pas exactement la même chose. Là, vous allez jouer une phase avant le début de la partie qui va vous permettre de pas démarrer avec les mêmes avantages. Donc en fait, vous jouez une phase avant de, oui, pour préparer la partie. Plutôt apprécié. C'était plutôt attendu si je ne m'abuse. Ouais, carrément. Et donc voilà, c'est techniquement une petite boîte, mais on l'a mis quand même avec les gros jeux parce que c'était plutôt. L'extension dans le gros jeu. Voilà. On en est là. On a fini le haut. Ah. Maintenant, nous allons passer au bas. Au bas. Au bas masqué. Oh oui, oh oui. Oui, oui, oui. Alors, on a fait quand même il se passe encore des choses. Hein. C'est ça, il se passe des choses. Alors, dans l'escalier, on était sur un côté politique avec des années 1914. Nous voici maintenant projetés en 1988, pendant la cohabitation entre Chirac et Mitterrand. À la fin de la cohabitation. À la fin de la cohabitation. Nous allons... c'est un jeu à deux. L'un va jouer Chirac, l'autre va jouer Mitterrand. Vous pouvez faire des imitations chez vous si ça vous plaît. Si vous appelez Martin Wittberg. C'est ça. Ou si vous appelez Adrien Méniel et Florent Bernard du Floodcast. J'y étais à Toulouse, c'était trop bien. Il y avait des gens qui m'ont demandé dans les commentaires. C'était très très cool. Vous allez chacun votre tour jouer des cartes. Ces cartes vont avoir des effets, vont notamment vous permettre de vous tirer à la corde sur 3 pistes. Votre but étant de vous attirer la faveur des médias, la faveur du peuple. Ouais. Des pistes de charisme, ça. C'est une sorte de bataille à deux. Ouais. Ça a l'air mauvais. Ça l'est, mais c'est très drôle. C'est kitsch. Bah déjà, on voit la couverture. Vous jouez des cartes Jean-Marie Le Pen. je joue un détail de l'histoire. Et moi, je suis contre. Ça augmente mon charisme. Ah, pas mal. Oui. Mais voilà. Moi, je joue. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Et tu perds 2 points dans les sondages. Oh. Je joue parce que c'est notre projet. Et je joue dans un autre style. Ah, oui. Prenez un chewing-gum, les 1000 pas. C'est une sorte de 1000 bornes où vous allez chercher à faire un 1000 pas dans un monde où les femmes ne sont pas les personnes les plus appréciées, où tout ce qui va pouvoir vous arriver en tant que femme va plutôt vous mettre des bâtons dans les roues, ce qui est à peu près le monde actuel. Donc en gros, c'est une espèce de 1000 bornes dans lequel vous allez vous mettre des embûches qui sont ce que va rencontrer une femme dans une carrière professionnelle. Donc un petit jeu féministe. Un deuxième jeu féministe, Meneuse de jeu, c'est un jeu de cartes, un livre dont vous êtes le héros, où vous êtes une jeune fille de 15 ans qui cherche à devenir footballeuse. Donc pareil, à offrir à... si jamais vous avez des petites nièces, des sœurs qui veulent devenir footballeuses, et dites-leur que c'est possible. Il y a des jeux qui sont pas des révolutions ludiques, qui reprennent des mécanismes déjà existants, mais qui ont un propos. Et ouais. Là, on est clairement dans les jeux qui ont un propos. Dans les jeux qui ont un propos, parce que mine de rien, c'est un jeu qui est quand même un type de jeu qui est assez demandé. Ouais. Chatbox, vous en avez 3 boîtes différentes avec des types de questions différents. C'est juste un jeu de questions, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à discuter et lancer la discussion. Et les cartes, c'est pas des cartes, c'est des petites... C'est des petites touillettes. Des touillettes de chez Sephora, des testeurs de chez Sephora. Ah, j'ai regardé, comment ça s'appelle, Prête-moi ta main bientôt, donc là je me sens comme Alain Chabat qui fait du parfum. Simon, est-ce que tu as un défaut que tu aimes? Il y a un défaut que j'aime chez moi? Ouais. Attends, je m'en trouve plein de défauts, et il y en a pas trop que j'aime bien. Ah. Je suis un nerveux, moi ça me va bien d'être nerveux. Tu es dynamique. Ouais, dynamique, je sais pas, mais nerveux, ouais. Et moi je vais répondre à une question, un moment de votre vie dont vous êtes fier. Alors, soit je vais aborder l'alcool, soit je vais vous parler de Skinoulie. Skinoulie, est-ce que tu es fier de boire de l'alcool, peut-être? Non, je vais oublier. Ce qui me permettra peut-être de me rappeler différentes choses. Skinoulie, c'est un autre jeu de questions qui va plus être sur un truc... Ah oui, on va avancer un petit peu, changer le plan. Si tu avant, je vois pas les boîtes. Ah bah voilà. En fait, la boîte, on dirait une couverture de préservatif qu'on achètera en pharmacie, je trouve. Voilà, c'est ouais, d'accord. C'est tout. Mais je te laisse reprendre. Je rebondis dessus. Skinoulie, du coup, un jeu pareil dont on va se poser des questions. Aimerais-tu parfois revenir quelques années en arrière? Que changerais-tu? As-tu un défaut que tu voudrais te débarrasser? Comment est-ce que tu étais puni quand tu étais enfant? Donc plutôt des questions sur le ressenti, sur savoir comment on se situe par rapport à la vie, à la société et à ses sentiments. Donc pour prendre un peu soin de nous. Mine de rien, c'est ce genre de jeux qui nous sont demandés par des gens. Donc c'est cool de voir qu'on peut dire, tenez, prenez ça. À ce moment où... en tant que vendeur de jeux, tu fais « Ah ouais, vas-y, j'ai envie de jouer avec ma copine, j'ai envie de jouer entre potes, j'ai envie de m'amuser. » Puis un jour, t'as des gens qui disent « Ah, est-ce que vous avez un jeu pour un peu entraîner les discussions? Parce qu'en fait, il y a mon père qui a un AVC qui va bientôt mourir, on aimerait bien passer un moment ensemble et se raconter un peu des moments de vie. » Et ouais, mais moi, c'est ce que j'adore. Et ouais, c'est... Je me rappelle très bien de cette dame et j'ai trouvé ça super beau. Mais c'est ça, et c'est le truc, j'avoue que je m'y attendais pas trop, et c'est en fait, oui, les jeux, c'est ça aussi, ça s'adresse à tout le monde, et c'est cool que maintenant, si des gens comme ça revenaient,
eh bien on pourrait leur conseiller ces jeux-là. Eh bien on pourrait faire une vidéo, un top 5 des jeux à jouer avant de mourir. Ouais, peut-être. par exemple. Très bien. Top 5 des jeux à jouer avant de mourir. Skijo. Cracklist. Et sans transition. Ok, on reprend. Cracklist, un jeu qui va vous... je vais vous poser la question qui est posée derrière. Ah, Je pense que les gens en ont déjà entendu parler de Cracklist. Ah ouais. Il y a de la pub partout ah sur oui, Instagram, oui, c'est vrai. tout ça. Mais ça nous a été demandé en plus de ça. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas joué au petit bac? C'est exactement ça. Vous allez avoir des catégories posées sur la table, des cartes en main qui représentent des lettres, et vous allez devoir jouer des cartes en annonçant un mot qui commence par cette lettre, qui correspond à la catégorie qui est posée sur la table. Seulement, comme au Scrabble, les lettres valent différents points. Votre but étant d'en marquer un maximum. Texgemol, Cracklist, Ouais. on est dans le texto. P comme pizza. P comme pizza. J'ai l'impression que c'est la mode des jeux du petit bac. C'est le côté hype. On en revient à une extension, l'extension Dragon de Unstable Unicorns. En fait, c'est des cartes thématisées sur les dragons de Unstable Unicorns. Donc les gens ne le voient pas, mais on a déjà quand même descendu quelques marches de l'escalier du jeu. Là. Oh oui. C'est joli ce que tu dis. Donc il n'y a pas spécialement plus d'informations à dire, pas de nouvelles mécaniques, c'est juste vous voulez agrémenter votre jeu Unstable Unicorns, vous avez encore plus de contenu. Je crois que c'est la première vidéo de jeu qui est présentée d'un point de vue, tu sais, en caméra supérieure. Ah, et du coup, peux-tu me dire, est-ce que je possède une calvitie? Non, tout va bien, tu as une belle implantation. Parfait. Justement, quand on allait au Floodcast, on était au casino de Paris, au casino Barrière, n'importe quoi. Et on était en hauteur au balcon. Et j'avais un jeu, c'est regarder, compter le nombre de personnes qui ont des calvities. Juste en voyant les gens en bas. On s'amuse bien. Hein. Je pense qu'on peut créer un jeu en suivant ça. Ah ouais. Attention, est-ce que ça enregistre toujours? Oui, ça enregistre toujours. Parfait. Ça a l'air. Très bien. Une nouvelle extension, l'extension Apocalypse de Smile Life. Pareil, un truc qui était plutôt attendu. Le jeu où vous aimez construire votre vie tout en pourrissant celle des autres. Et bien ici, après avoir eu des cartes Girl Power et des cartes Trash, vous allez avoir des cartes qui vont lancer des guerres, qui vont lancer des cartes Don't Look Up. Et oui, il y a peut-être Leonardo DiCaprio. Vous pourrez lui jouer la carte. En fait, tu n'as jamais gagné d'Oscar. Oscar, non pas du tout. Non, pas du tout. Une version collector de Jungle Speed. Non mais si Oscar, parce que c'est un peu une statuette des Oscars. Tiens, je t'offre ce totem de Jungle Speed. C'est une version donc collector, qui va réajouter toutes les cartes qu'il y avait dans une extension qui était sortie il y a longtemps. Globalement, des cartes qui vont encore plus se ressembler, qui vont un peu plus causer le trouble autour de la table. Vous allez vous dire, ah cette carte-là, c'est la même que celle-là. Et ben non, là il y a une boucle de plus sur celle-là. Ce ne sont donc pas les mêmes. Donc si vous aimez Jungle Speed, potentiellement, ça va vous intéresser. L'extension n'est plus commercialisée, donc maintenant elle l'est. Alors c'est toujours pareil. Mais j'ai déjà acheté le jeu de base. Et ben vous l'offrirez à quelqu'un. C'est l'occasion de donner de soi. Je veux râler @asmodee.fr. Et voilà. Rappelle l'adresse. Et ensuite, du coup, vous pourrez en faisant ça taper du poing sur la table. Tu vas foutre en l'air. Mais non, c'est du solide, ça, c'est du solide, ma bonne dame. Le poing sur la table, vous allez tirer des cartes qui représentent des catégories. Dans ou sur la mer, plus grand que moi, vivant, de couleur bleue. Et vous allez devoir nommer quelque chose qui correspond à toutes ces catégories. Si la personne lancée le tour réfléchit trop, ou si vous pensez que la chose nommée ne correspond pas aux catégories, le bus des Schtroumpfs. Voilà, vous tapez sur la table, et à ce moment-là, vous donnez des pénalités aux autres. Le but, c'est d'avoir le moins de pénalités à la fin de la partie. À chaque tour, on retourne des nouvelles cartes et les catégories vont changer. Par exemple, si vous vous appelez Christy et que vous dites que, alors qu'une catégorie électrique, tiens dans la poche. Tiens dans la poche, et palisse, et à la maison, c'était les 4 catégories, vous dites fourchette, et ben non, les fourchettes électriques, désolé, ça n'existe pas, donc vous tapez du poing sur la table. Très bien. On a fini l'escalier. Ouais. On en est à 8 heures de vidéo. Et on est dans 23 minutes, on est du coup dans la vallée. C'est ça. Des 6 jeux marquants de la semaine, voire de l'année. Là, alors ce qu'il faut faire, faites un petit effort de mémoire, un petit effort visuel. Imaginez-moi déguisé en Père Noël. Genre le bonnet, les cheveux et la barbe blanche. Oh oh oh. Le manteau rouge, le gros ventre c'est bon. Et essayez de m'imaginer avec une hotte sur le dos. Je vais vous présenter 5-6 jeux que, assez facilement, vous pouvez vous dire voilà, je vais les ajouter dans mon panier pour offrir aux gens de ma famille, ou alors à moi. On salue tous les gens qui arrivent dans cette vidéo à ce moment-là. Ouais, c'est ça, parce que justement, là, c'est le moment un peu marquant de la vidéo, donc il y a probablement des gens qui démarrent maintenant. Salut, camarades de la chose ludique. Aujourd'hui, dans ce C'est Dispo, on parle de jeux extrêmement marquants. On va démarrer par un tout petit jeu qui tient dans la poche, Sea Salt and Paper, le nouveau jeu de Théo Rivière, d'ailleurs, qui était aussi l'auteur de Oh My Brain, qui revient en stock. Alors là, les gens ont hurlé et je désamorce de suite. Ce sont évidemment 2 jeux de Bruno Catala et Théo Rivière, ils sont 2 à créer ces jeux, et c'est un petit message pour vous dire que lorsque vous voyez un jeu sur lequel il y a plusieurs personnes qui ont travaillé,
nommez les différentes personnes qui ont travaillé dessus. Dites pas juste « Ah ouais, c'est le nouveau jeu de Bruno Catala, parce que l'autre à côté, on s'en fiche. » C'est les 2 personnes qui ont travaillé dessus, du coup, donnez les 2 noms. C'était le côté un peu pince sans rire pour vous dire « Faites attention aux gens. » Ça serait dommage de faire ça dans les vidéos de C'est Dispo présentées par Simon. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, c'est bon, maintenant, tu l'avais faite et je... Je vous l'ai déjà faite cet après-midi, celle-là. J'ai Maintenant, déjà vu vos mines déconfites. Ouais, c'est ça. Mais quel sale type, et c'est notre patron, franchement. Maintenant, je l'ai. Sea Salt and Paper, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu de cartes que vous allez pouvoir jouer avec à peu près tous les gens que vous avez dans votre famille. C'est un jeu que vous pouvez jouer en terrasse de bar, que vous pouvez jouer en soirée avant de démarrer une partie de plus gros jeu. C'est vraiment le jeu qui se case un peu partout. Et qui est plutôt chouette, sinon on mettrait pas comment dire l'accent dessus. Les gens ont déjà entendu parler dans la vidéo des meilleurs jeux de Vichy. Ouais, c'est ça. Vous commencez par celui-là ou vous non, je sais plus. Moi, je commence direct 1. Ouais. Sea Salt and Paper. De toute façon, vous voyez, les 2 jeux qui sont exposés là, District Noir et Sea Salt and Paper, ils ont remplacé. Cette année, il y a eu quoi? Il y a eu Acropolis, il y a eu TTMC2, il y a eu Oulaou. Vous voyez un petit peu pourquoi quel genre de jeu on met à cet endroit-là. Exactement. C'est ça. Sea Salt and Paper, déjà, c'est le nouveau jeu édité par Bombix. Bombix, à chaque fois, une esthétique qui déboîte. Vous avez un jeu qui est entièrement illustré à base d'origami. Donc là, vous avez un dégradé de pieuvre, mais vous avez également des bateaux, des poissons, des requins et des sirènes. Donc c'est trop joli. J'ai une petite théorie, c'est Bombix pour moi, c'est les gens qui ont des bonnes idées et qui réussissent à les faire. N'importe qui pourrait dire « Oh ouais, vas-y, on fait un jeu illustré en ombre chinoise » et le ferait, ça aurait aucune gueule. Bombix, à chaque fois, c'est super stylé. Voilà, c'est pareil encore très un bien, petit message. Je réfléchissais en même temps, je suis plutôt d'accord avec toi, effectivement. Sea Salt and Paper, quel est le but du jeu? Votre but, ça va être d'engranger des points lors de plusieurs manches, comme dans plein de jeux, comme dans Oulaou, comme dans Skijo, comme dans plein de jeux où on note des points sur un petit carnet, ce qui est très cher à Simon. Ouais. Votre but, ça va être d'avoir la meilleure main de cartes, et à un moment de dire « Stop, on s'arrête, on marque nos points ». Il y a ça dans Skijo d'ailleurs. C'est ça. Quand tu penses que tu as un meilleur jeu que les autres, il faut dire stop pour les gens à ce moment-là. Tu termines de retourner ta grille à ce moment-là. Si tu as le plus petit score, c'est cool pour toi. Si tu n'as pas le plus petit score de la table, tu as un malus. Là, c'est exactement pareil. Dès lors que j'ai 7 points dans ma main, soit je vais pouvoir dire stop, on s'arrête. À ce moment-là, tout le monde marque ses points. Mais c'est pas cool parce que globalement, tout le monde marque à peu près le même score. Soit je dis dernière chance. À ce moment-là, tout le monde sauf moi joue un dernier tour. Donc là, je prends un peu des risques. Et si après ce dernier tour, j'ai quand même le plus de points, moi, je marque énormément de points et les autres marquent quasiment rien. Donc pour creuser l'écart lors des différentes manches. Mais il faut faire très attention. C'est un jeu un peu dans... Il faut estimer ce que font les autres et on joue avec le feu. Et ce qu'il y a, c'est que globalement, on va voir un peu les cartes qu'ils vont récupérer. On a une petite idée de ce qu'ils peuvent faire. Et il faut essayer de compter et d'estimer un peu. Comment ça se passe? Sea Salt and Paper, c'est tout bête. À mon tour, je pioche une carte. On a 2 défausses. Soit je pioche une carte visible d'une des défausses et j'ajoute dans ma main. Soit je pioche 2 cartes de la pioche. J'en garde une dans ma main et je défausse l'autre. C'est tout le cœur du jeu. Mais c'est à moi de jouer. Et ensuite, c'est à toi de jouer. Je prends ce poisson. Et voilà. Et moi, je vais récupérer ce poisson derrière. Vous voyez, on a joué chacun, même 2 tours de Sea Salt and Paper. À quoi vont correspondre les cartes? Les cartes sont globalement de 2 types différents. Des cartes qui vont me faire beaucoup de points. Par exemple, cette pieuvre, comme indiqué ici, si j'en ai une dans ma main à la fin de la partie, j'ai 0 points. Si j'en ai 2, j'ai 3 points. Si j'en ai 3, j'ai 6 points, et ainsi de suite. Très bien, tu collectionnes les pieuvres. C'est ça. Et il y a plusieurs, et je collectionne pas les canards vivants. Il y a plusieurs cartes de ce type-là. En plus des pieuvres, il y a les coquillages qui font un peu ça, il y a les pingouins, il y a les mousses qui font des points comme ça à la fin de la partie. L'autre type de cartes, c'est des cartes qui vont fonctionner par paire. Les poissons. Vous voyez que là, en haut, j'ai une petite icône de poisson et une petite icône de poisson en pointillé. Ça veut dire que je pourrais faire quelque chose si jamais j'ai 2 poissons. Oh, c'est fou, t'as récupéré un poisson dans ta main. Bon, là, admettons, tu es 2 poissons. C'est fou. Et bien à ce moment-là, à mon tour, après avoir pioché une carte, je peux dire, je joue ces 2 poissons, je les mets devant moi. Ils me feront un point. Cette paire de poissons me fait un point. Et en plus de ça, ça me donne un truc. La petite icône en bas me dit, je pioche la première carte de la pioche et je la joue dans ma main. Si, en plus, t'as gagné des cartes gratuites. Ça me donne des petites actions supplémentaires. C'est comment ça s'appelle, du card advantage, comme on dirait à Magic ou Hearthstone. Il y a d'autres cartes qui vont me permettre de rejouer un tour, d'autres cartes qui me permettent de fouiller dans les défausses. L'idée, ça va être de jouer ces cartes au bon moment, de le faire éventuellement plusieurs fois pendant le même tour pour essayer d'engranger les points. J'aime bien les requins. Ouais, les requins, tu vas voler une carte dans la main de quelqu'un. C'est ça. Et en fait, ton but, c'est de regarder ce que font les autres, de dire, est-ce qu'à mon avis, il a beaucoup de points ou pas, lui? Qu'est-ce qu'il a récupéré? D'aller leur piquer des cartes dans la main. Et tu lui voles une pieuvre ou tu lui voles une paire de cartes qu'il l'arrangeait. C'est pas tout de mettre la main fin au jeu, dire j'ai 7 points, fin du truc. Il faut attendre le moment où tu sais que toi, t'as grave l'avantage et tu coupes les pieds sous les herbes aux autres, quoi. Ouais. Et justement, c'est ce genre de points qui peuvent faire la différence. Je pense, voilà, après, pour moi, on posait la question de à quoi le comparer. Je pense que dans le genre de codex, de petits jeux très agréables à jouer, très malins et qui se jouent partout facilement avec plein de gens. Ouais, et la règle, c'est... attends, elle est où la boîte?
Oui, je l'ai mis là, pour pas que les gens Elle l'achètent. était cachée derrière. Pour pas que les gens nous achètent une boîte vide. Parce que vous voyez, hop, la règle de jeu, elle est, hop. C'est quoi? Ça, c'est la règle en anglais, ça, c'est la règle en français. Donc, avec des exemples en plein milieu. Donc, autant vous dire, c'est vraiment un jeu très léger que vous pouvez faire jouer à peu près avec tout le monde. Ça, c'est pour t'expliquer des trucs, on l'a déjà dit. Oui, voilà, c'est ce que. Oui, c'est vraiment Ouais. un jeu pour faire jouer toute la famille. Carrément. Ça se met dans la poche. C'est quoi? C'est 12 €. Oui, en plus, c'est pas cher, Ouais, ça prend pas de place, C'est c'est en un- carton. Et très c'est bien. pile la taille de ce qu'il faut, quoi. La boîte est. Les cartons de Sea Salt and Pepper sont méga lourds parce qu'ils sont bien remplis, parce que les boîtes sont remplies à fond. C'est clairement un jeu qui aurait pu être développé par des auteurs japonais. On Ouais, retrouve le côté je fais des combinaisons un peu comme au Rami ou donc au Hanafuda. Inspiré du Hanafuda. D'ailleurs, justement, si jamais vous êtes intéressé un peu par la création de jeux, Bruno Catala fait des vidéos sur sa propre chaîne YouTube, Bruno à la maison, où il a parlé un peu de Sea Salt and Pepper. Et Théo Rivière, qui fait des lives, a fait un live il y a une semaine ou deux, où il a justement invité Bruno à discuter avec lui, pour parler un peu de la création de Sea Salt and Pepper. Il a montré un peu des photos du prototype et raconté un peu l'histoire du jeu. Putain, c'est un bon concept de podcast, ça, de raconter des histoires de jeux. C'est Tu fou. veux dire ton podcast Histoire de jeu? Ouais, qui a eu 4 épisodes et qui s'est arrêté brusquement. Putain, c'est fou, hein. Ah, c'est fou. Allez, vous pourrez googler ça si vous voulez vous amuser. Toi, donc ça, Ça déboîte. oui, ça va. Sea Salt and Pepper dans les meilleurs jeux de la fin d'année. Ouais. Et là, on arrive à un truc que moi j'avais repéré en février et je lui avais dit, mec, imprime, c'est très bien, il faut que les gens puissent jouer à ça à Noël et que ça se propage un peu dans toutes les familles de gens qui aiment bien les jeux d'enfoirés. World Championship Russian Roulette. Ça a la gueule de ce que c'est. C'est un jeu, déjà, le jeu, donc Anthony Bourche, illustré par Emerson Santiago, vous reconnaissez un peu la tête, le style graphique très 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 marqué. C'est clairement un jeu d'enfoiré. Dans les jeux d'enfoiré cette année, il y a eu le Trône de Fer Betwixt, et il y a World Championship Russian Roulette, quoi. C'est des trucs qui se placent vraiment très très haut niveau. Ça fait partie de ces jeux, les jeux d'enfoiré, de base, j'aime pas trop ça. Les jeux qui sont soit juste très méchants à l'intrigue, ou juste du bluff à la Skull. Là, c'est un peu un mélange des deux, on se fait des coups d'enfoiré. Et il y a un côté bluff, un côté prise de risque, mais c'est fun, donc j'ai bien aimé. C'est très bien, c'est très très bien ça. Première chose à dire, et vous allez le remarquer au cours de l'explication, le jeu est hyper bien édité. Quand on regarde le matériel, quand on lit les cartes, on ne se pose aucune question, tout est très bien détaillé. Limite, on pourrait ne pas lire la règle, que ce serait pareil, tellement on comprend tout ce qui se passe. Non, c'est pas toujours le cas dans les jeux où forcément des fois quand on lit la règle c'est pas limpide, quand on joue au jeu c'est pas limpide, là ça l'est complètement, donc autant mettre un point d'orgue dessus que... Il faut dire ça une l'est. chose aux gens, si vous voulez encore mieux comprendre comment ça se joue, normalement, Ah ouais. ce soir, Ah oui, ce soir on est vendredi, On est vendredi. dans les vidéos. Eh bien, il y a une vidéo, le retour des soirées jeux du passe-temps. Youpi! Waouh! Ça fait très longtemps que c'était demandé, il y a des gens qui étaient contents de, trop cool. Et- On exhume le jeu, on exhume le format pour le jeu aussi en particulier parce que je pense qu'il faut Il faut le voir mettre en des gens avant. en train d'y jouer. Ouais, c'est ça, faut se rendre compte un peu de ce que c'est. Là, l'explication ne lui rendra pas forcément honneur. Et donc, Dedans, il y aura World Championship Russian Roulette. Il y aura, ça vous en avez déjà entendu parler, Left Right Dilemma, vous avez été déjà pas mal à avoir été conquis par le jeu, Un jeu propulsé par des influenceurs. c'est ça. Et il y aura le tout petit Tatsu. Tatsu, qu'est-ce que c'est? C'est la réédition d'un de tes jeux préférés de ta vie. Dr. Jekyll versus Mr. Hyde. Attention, pas Jekyll versus Hyde. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, un jeu de pli qui se jouait uniquement à 4, où on pouvait dire aux autres de jouer à notre place. Je suis trop content. Ouais. Moi, je suis pas auteur de jeu. Hein. Moi, je suis que la personne qui dit, un peu comme toi, qui dit tiens, jouez à ça. Mais ce jeu-là, c'est vraiment mon bébé et que les gens, je vois que Matago commence à le faire tourner dans les festivals, il a été joué à Vichy et quand les gens font leur retour de Vichy en disant putain, on a joué à Tatsu, qu'est-ce que c'était bien. Moi, je comprends ce que ressentent les auteurs de jeux quand ils s'approprient un peu, c'est leur œuvre, quoi. Ouais. Et moi, je suis. Et quand t'as ces retours-là... Ouais, ça me fait vraiment ça chaud au cœur, Tatsu, trop cool. Et ça, c'est au-delà d'être un chouette jeu. Je suis pas sûr que c'est un jeu qui conquérera autant que Oulaou. Non. Mais pour les gens à qui ça s'adresse, il y a quelqu'un aujourd'hui qui aimait beaucoup les jeux de pli un peu exigeants, qui disait Skull King, c'est un peu trop hasardeux, tout ça. Tatsu, c'est clairement le genre de jeu qui s'adresse à eux. World Championship Russian Roulette, qu'est-ce que c'est? C'est un championnat du monde de roulette russe. Vous savez, ce truc où on se tire des balles dans la tête. Mais des fois, il n'y a pas de balle, du coup, on meurt pas. Et des fois, il y a une balle, du coup, on meurt. C'est chouette, hein. C'était aussi présenté, du coup, dans la vidéo des meilleurs jeux de Vichy. Notre but, c'est de rester en vie et de marquer des points. Qu'est-ce qui va se passer? On a chacun devant nous 7 cartes. 6 cartes, clic, une carte, bang. Ça représente notre barillet. Donc dedans, il y a une balle, et dedans, il y a des cartes qui ne sont pas des balles. Dans un premier temps, à notre tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner une carte, secrètement, que l'on va mettre face cachée devant nous. C'est la triche, tu C'est l'enlèves. C'est la carte que j'ai mise dans ma poche. Potentiellement, j'ai mis un clic, potentiellement, j'ai mis le bang. Si j'ai mis le bang, j'ai que des clics, donc potentiellement, je ne mourrai pas. C'est truqué, là, C'est truqué. tu fais semblant, mec. Et qu'est-ce qui va se passer?
on va pouvoir s'accuser les uns les autres. Dire non, Simon, je pense que tu triches, je pense que là, t'as mis un bang. Non, c'est faux. T'as pas mis de bang, t'as pas mis de bang, je me prends un malus. Si t'avais mis un bang, tu perds un personnage. Ouais. Donc on peut prendre des risques, mais comme le dit le nom prendre des risques, c'est risqué. Ça peut être bien parce que ça nous rapporte des points, mais si c'est raté, ça va pas marcher. Et alors c'est là où on dit que c'est bien édité. En fonction de quand vous accusez quelqu'un, on va dire la personne a révélé un clic, qu'est-ce qui se passe? La personne a réversé une balle, a mis une balle, qu'est-ce que c'est? Notamment, on voit ce qui se passe. Ouais. Si tu t'accuses au hasard, vous devez remplacer un clic de votre barillet par une balle. C'est ça. Donc ce qui veut dire que si tu m'accuses à tort, désormais, t'as 2 balles dans ton flingue. J'ai 2 balles sur 6 cartes. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de chances que qu'est-ce que je meurs. Donc imaginons que j'ai mis un clic devant moi, je vais préparer mon barillet et je mélange parce que évidemment je ne vais pas savoir où sont calées mes cartes. En simultané, on va prendre notre petit dé, qu'on peut lancer si on veut, mais c'est pas l'objectif. On va choisir le nombre de balles que l'on pense tirer, le nombre de coups de gâchette qu'on pense faire sans mourir. Donc moi je vais dire ok, je pense en faire 3. Moi j'en fais 2 et hop, on révèle. Ça, on a révélé en même temps. Et du coup derrière, on se regarde un peu en chien de faïence, on est là, on prend les cartes de notre paquet et on les retourne. Ah bah voilà, bang, bang dans ta gueule. Je suis aussi bon à Russian Roulette qu'aux Olympiades. En 2 parties. Alors, il faut savoir, j'ai fait 2 parties pour l'instant de Russian Roulette. Je suis invaincu. Donc autant dire que ça arrive pas souvent quand vous jouez avec moi. Mais de toute façon, tu n'es pas éliminé. Là, je suis pas éliminé. J'ai perdu un personnage. Très bien. Mais si jamais mes 4 personnages meurent, je suis éliminé. Et si ton capitaine finit par mourir. C'est ça. Si jamais je suis le dernier encore en vie, j'ai gagné. Si j'ai atteint 15 points de victoire, j'ai gagné. Comme un Splendor. C'est ça. Et comment on gagne les points de victoire? Eh bien, normalement, imaginons que j'ai réussi mon pari, j'ai réussi à retourner 3 cartes clics. Je vais marquer 3 plus 1 point. Du coup, je récupère des points. Quand j'arrive à 15, je gagne la partie. Un point pour avoir survécu, 3 points parce que tu as tiré 3 cartes. C'est ça. Dans les trucs qui vont être assez chouettes, il y a ces petites cartes-là, des petites cartes à effet qu'on va pouvoir jouer pour dire, eh ben cette balle-là, tout le monde la tire, tout le monde la tire en l'air. La prochaine balle, on vise quelqu'un et si jamais on tire un bang, c'est l'autre personne qui meurt. J'adore. Moi, j'ai fait des combos à base de. Moi, j'ai le droit de regarder la prochaine carte qui est sur dessus de mon paquet. Ouais. Et après, je joue. Désormais, je vise quelqu'un avec la carte dessus de mon paquet. Ouais. Ou et alors, bang dans ta tête. Ou alors, je désigne quelqu'un autour de la table et cette personne remplace un de ses clics par un bang. Et c'est là où justement je vous disais que c'était bien édité, c'est que les cartes sont hyper lisibles. Ça, c'est la phase du tour à laquelle vous pouvez le jouer. Il y a des fois une condition où vous dit, s'il n'y a pas ça, vous pouvez pas la jouer. Et le texte est limpide. C'est vraiment, c'est exemplaire. Voilà. Trop bien. Trop bien, trop bien. On vous disait il y avait du gros, du lourd. Ouais, c'est j'en fais peut-être des caisses, mais ça a le mérite d'être là et quand il y a 50 jeux qui sortent par semaine. Ouais. Et quand on a passé l'été qu'on a passé avec pas autant de trucs ouf qui passent la tête hors de l'eau, qui passent la tête hors de l'eau, eh ben ouais, il faut y aller quoi. Donc World Championship, donc City and Paper, le petit jeu pour offrir et jouer avec tout le monde. World Championship Russian Roulette, le jeu pour jouer au Nouvel An, se faire des crasses entre potes. Bang, et jouer, Skull, Perudo. Time Bomb. C'est le nouveau Perudo. On a un petit running gag pour dire. Un jour, j'ai dit 4-3, c'était le nouveau Perudo. Depuis, ça fait 1 an qu'il se moque de moi. Mais alors, je suis peut-être la seule personne du magasin à être d'accord avec toi sur le rapport entre 4-3 et le Perudo. J'ai compris ce que tu voulais dire. Mon défaut de moi que j'aime le moins, c'est que je suis rancunier. Voilà. Ah bah voilà. On en reparlera. Quand on reparlera de Dave, on en reparlera. Un autre jeu assez intriguant, déjà, notamment parce que la boîte est plutôt bizarroïde. Vous êtes en train de loucher si vous regardez cette vidéo. Attention, c'est un jeu de Phil Walker Harding, l'auteur de Platypus, l'auteur de Gingerbread House, l'auteur de Sushi Go et Sushi Go Party. Voilà, donc plutôt quelqu'un qui fait des jeux qui déboîtent. Ce jeu-là, alors, pour être tout à fait honnête, c'est pas un jeu qui va tout révolutionner. C'est une espèce de mix entre Insider et Bluffer. Mais, dans son style, ça déboîte. À chaque tour, il y a une carte qui va être révélée, une carte avec une question. Au XVIIIe siècle, les ananas étaient les plus chers. Une des façons de les utiliser était la suivante. Petit A, la mariée emportait en allant à l'hôtel. Petit B, on en mettait dans la tombe des défunts. Ou petit C, on les louait pour les emmener à des fêtes et montrer sa richesse. 3 propositions, donc un peu le côté bluffeur, il y a une question qu'on nous pose et on ne sait pas exactement quelle est la réponse. Au début du tour, on a reçu secrètement un rôle. Soit on est humain, soit on est serpent, soit on est la mangouste de la vérité. Car ce n'est pas seulement une mangouste, c'est la mangouste de la vérité. Ce n'est pas seulement une mangouste. C'est ça, c'est la mangouste de la vérité. Très bien, très beau. La mangouste de la vérité, c'est quelqu'un, globalement, à qui on peut faire confiance. On sait que ça n'est pas un serpent. Les serpents sont les traîtres, les humains, ce sont les gens gentils. Les serpents, enfin, dans un premier temps, tout le monde va fermer les yeux. Le loup-garou ferme les yeux. Les serpents le village s'endort. Vont voir la réponse qui est indiquée au dos de la carte. Donc là, moi, imaginons que je sois serpent, j'ai vu quelle est la réponse. Très bien. On va rouvrir les yeux, les yeux. On retourne face question la carte,
Et à ce moment-là, tout le monde va pouvoir proposer une réponse. Si je suis serpent, je vais mettre devant moi que je suis un serpent. Vous allez voir pourquoi. Sinon, je vais pouvoir choisir ma réponse A, B ou C. Évidemment, on va pouvoir discuter entre nous, on va pouvoir essayer de dire oui, bien sûr, je sais ce que c'est, oui, bien sûr, c'est ça, oui, bien sûr, c'est ça. Le but des humains, c'est de trouver la bonne réponse. Le but des serpents, c'est que les autres se plantent. Mais évidemment, tu ne dis pas que tu es un serpent. Eh ben non, personne parce que dans les jeux à rôle café, personne ne le évidemment, sait. On va révéler tous notre réponse un peu en même temps. Voilà. Donc on discute, on choisit une réponse et on révèle. Si je suis humain, je marque autant de points que de bonnes réponses qui y a autour de la table. Genre, s'il y a 3 personnes qui ont trouvé la bonne réponse, tu auras 3 points. C'est ça. Si je suis serpent, je marque autant de points qu'il y a eu de mauvaises réponses autour de la table. D'où le côté d'essayer d'influencer les autres pour essayer de les faire se planter. C'était quoi du coup? Je pense que c'est la A, la bonne réponse. Eh bien sûr que non, c'était la C, les gens les louaient pour montrer leur richesse. Sérieux? Et ouais. Tu peux me louer ton ananas, s'il te plaît? Je peux te louer mon ananas. C'est du proxénétisme Oui, d'ananas. oui, je peux te le louer. Ah bah tiens, voilà, un truc pour une question pour toi, on s'en fait une petite dernière au passage. Allez. Y a-t-il plus d'espèces différentes d'oiseaux, de crustacés ou de champignons sur la planète? A, des oiseaux, B, des crustacés ou C, des champignons? Non, ça doit être les champignons. Je dirais les champignons aussi. Moi, dans l'album de Björk, il y a quand même beaucoup de champignons différents. Eh ben perdu, ce sont des crustacés. Oh là là! Il existe plus de 50 000 espèces de crustacés. Mais oui, parce qu'en fait, la vie, elle s'est d'abord développée sous l'eau. Ah non, mais c'est con. Non, je sais pas. Bah ouais, je sais pas, les champignons, j'ai l'impression... Ah, peut-être qu'il y en a beaucoup, une grande quantité, mais tous les mêmes. Et il y en a marre. J'ai chez H&M. Bon, Ouais. après avoir parlé de cet Snakes. album, du dernier album de Björk, et Snakes... Qui s'écoute au casque, hein, n'oubliez pas, Björk s'écoute au casque. Snakes, au du casque. coup, jeu pareil pour jouer, éventuellement en famille, éventuellement entre potes, un peu moins côté enfoiré Crucian Roulette, mais un jeu fun, on fait des parties et on s'arrête quand on a plus soif. Vous êtes nombreux à avoir joué, à avoir surkiffé, un peu comme nous, Insider. Ouais. On est dans la nouvelle génération de jeux à la Insider, avec des traîtres aussi. C'est complètement dans ce domaine-là. Et puis, bon, vous l'avez sûrement vu, mais il y a un petit pion de Il y a la mangouste. mangouste de la vérité. Elle est trop mignonne. Ok, oh putain. Bon, et là, on continue avec quoi, là? On reste dans les ambiances? On est sur un jeu de questions, je pense qu'on peut continuer sur un jeu de questions. Tout à fait, Jean-Pierre. Smarties, Smart 10, Smart 10, comment vous le prononcez? Eh ben, dites-le nous dans les commentaires. C'est un jeu de questions qui me fait beaucoup penser à un petit jeu de quiz que j'avais étant gamin, qui était un peu sur ce format de petite boîte un peu rigolote. Je pense que ce plastique orange ravive un peu l'amour Du Formica. des doigts du Formica, de Manu France, des Tupperware. On est sur un look. C'est un jeu, moi, quand je l'ai vu la première fois, on ne peut y jouer qu'au camping. Il a un look de camping. Et non pas, il n'y a pas besoin de jouer avec Franck Dubos. Mais un peu comme Modi Modi, pour moi, tu vois, je vois bien le jouer à ça, vautrer dans un canapé. Et alors, c'est dans des très rares jeux, bons jeux de questions sur le marché. Ouais, parce qu'il y a un propos derrière, il y a une mécanique un peu sympa derrière. Vous allez avoir une question posée au centre de la carte, avec différentes propositions. Par exemple, on va vous dire traduit en français, et là vous avez un jeu qu'on a présenté la semaine dernière, et vous avez des propositions en latin. Un jeu qu'on a présenté dans des vidéos un peu plus précédemment. C'est vrai, et auquel j'ai joué cette année, enfin, depuis le temps. Et le nom d'une chanson de Björk, Tabula Rasa. Ah ouais, vraiment? Vulnicura, piste 5. Putain, c'est fou. Je la connais pas encore, j'ai pas encore assez de... Tabula Rasa for my children. Voilà. C'est bon. Petit défaut, bon la boîte est un peu galère à fermer, mais honnêtement, vous pourrez passer outre et pour alors, il pour faut jouer au jeu. traduire donc ces trucs-là en Et donc français. là, il va falloir traduire ces trucs-là en français. Comment ça se passe? Si c'est mon tour, je peux faire deux choses. Soit je pense répondre à cette proposition-là. À ce moment-là, Carpe diem, vas-y, ça veut dire quoi? ça veut dire cueille le jour. Et là, je retire le petit pion. Profite du jour présent. J'ai traduit littéralement. Oui, tu es un peu Là, littéralement. là, c'est une adaptation. Moi, c'est à moi de jouer. Je garde le petit pion devant moi. Ça, Moi, je dis tabula rasa, ça veut dire faire table rase. ça ferait sens, exactement. Moi, J'ai triché, je l'avais déjà fait. Bah ouais. Moi, je pourrais dire Alea Iacta Est pour les latinistes distingués qui sont là. Je vais dire que le sort en est jeté. Ouais. Les dés sont jetés. Ouais, Ah, les dés putain, sont je suis pas jetés. prêt. Je suis pas très précis. Vox Populi, c'est la voix du peuple. Oui, on va dire ça. Je sais pas comment tu peux le traduire autrement. Ouais. La voix du peuple. La voix du peul. Ah, il y a des fautes de frappe. Il y a une faute de frappe. Mais oui, il y a une faute de frappe, dis donc. La voix du peul. Mais bon, on se l'accorde quand même, si on t'en fait pas. Oui, oui, oui. Et là, imaginons que moi, je pense que je connais plus de réponse. Je peux dire, je m'arrête là, les autres continuent à jouer sans moi. Donc Je me suis t'arrêtes, tu arrêté. marques 2 points. J'ai marqué 2 points parce que je les ai mis de côté. Je vais pouvoir faire avancer les petites Russian roulettes sur le côté. Pour marquer des points, je gagne si jamais j'atteins 30 points. Moi, j'enlève cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Bim. J'enlève in vino veritas. Le vin est dans la vérité. Oula, bah non. Ah bon? Dans le vin, la vérité. Ah zut! Ça dit l'inverse. Du coup, je perds tous mes points. Et là, du coup, t'étais censé accumuler 3 ou 4 points, et là, tu perds tes points. Un jeu stop points encore, il faut savoir s'arrêter au bon moment pour savoir où on en est. Vous avez toute une flopée de questions. Vas-y, flop-moi tout ça. Et il y a 2 types de cartes, surtout. Il y a les cartes justement dans lesquelles il faut répondre, et il y a les cartes oui ou non. Et il y a même, alors, il y a des cartes, faut répondre. Il y a des cartes,
Est-ce que cette chanson est sortie dans les années 90 et il faut dire oui ou non. Et il y a aussi des cartes où il faut classer les choses dans l'ordre. Genre classer ses mères de la plus grande à la plus petite. La plus grande étant 1, la plus petite étant 10. Donc du coup, vous allez pouvoir dire, je pense que ça c'est la plus petite, je pense que ça c'est la plus grande. En 1, je mettrais ta mère. Eh ben oui, ta mère en slip, on y revient. Donc Ok. voilà, un petit jeu de questions qui doit très bien jouer en voiture également. Alors, ouais, moi Ouais. je pense deux trucs sur Smarten. Ouais, ouais. Je pense comme toi que c'est vraiment très chouette, c'est parti à Vichy des trucs qui nous ont pas mal enthousiasmés. Ouais. Idéalement, jouez-y à 2, 3, 4. Ouais, Parce- sinon t'attends trop ton tour, c'est ça? C'est pas t'attends ton tour, c'est qu'en fait la boîte, bah, du coup c'est cool de l'avoir comme ça, mais elle est pas très lisible pour tout le monde. On se la passe en main les uns les autres. Et effectivement, pour moi, c'est un jeu de voyage. La boîte, vous allez très vite la dégager Oui, pour oui, ne oui. garder que ça. Oui, parce que là, toutes les cartes du jeu rentrent à l'intérieur. Hein. Ouais, c'est rangé. En fait, embarquez ça. Et c'est un jeu que tu prends, tu vas faire la rando, je sais pas, parce que c'est quand même bien rempli, mais tu prends un peu moins de cartes. Mais c'est, voilà, à jouer en rando, à la terrasse d'un café, en camping. Ça serait sorti au début de l'été, ça aurait fait un tabac. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ça défonce. C'est quand des fois, il y a des petites pauses dans la journée, j'avoue, avec Nico, avec Christy, on s'en fait une petite carte question. Comment ça, des petites pauses dans la journée? Quoi hein Foi. Là, aujourd'hui, autant te dire, il n'y a pas eu beaucoup de pauses. Eh, je comprends pas, on a 70 jeux à présenter en vidéo ce soir. Comment Je vois pas pourquoi, hein, oh là là. Hier, je me suis dit, tiens, vas-y, on joue à des jeux comme ça, on peut en parler facilement et tout. J'emmène des règles de jeu pour pouvoir les lire à la maison, je rentre, je dors. Oh, quel abruti quand même, quelle idée. Hein. Vidéaste est un sport de combat, Ah ouais, Sébastien. je m'endors sur le canapé comme Écoute, un gros bêta. Suite à un post Twitter, j'ai reçu plein de gens qui m'ont dit non, mais le boulot que vous faites, il est quand même assez robuste. Je pourrais te transférer le message des gens. Je pense que on est beaucoup à. Ah ouais. On est beaucoup, et moi le premier, à dire, Ah ouais. Sébastien, le boulot qu'on peut faire et auquel tu participes très très amplement, est amplement méritoire et chouette. Alors, je me plains pas, hein, tout se passe très bien, mais C'est pas c'est bien. juste le fait que effectivement, les journées sont un peu chargées. Effectivement. On en parle en même temps, alors on n'a pas reçu de boîte donc on n'a pas pu y jouer, mais pareil, sur le même principe, ça a l'air d'être plutôt cool. BBQ, Big Bluff Quiz, aussi un jeu de questions qu'on a mis à côté. Vous avez une carte qui est révélée, les noms des planètes du système solaire. Donc en gros, vous allez devoir nommer des choses. Vous allez vite récupérer un jeton de poker au centre de la table pour qu'il symbolise le nombre de trucs que vous pensez nommer. Les jetons de poker ont des numéros dessus, c'est ça? C'est ça, par exemple, je récupère le numéro 4 parce que je pense être capable de nommer 4 planètes du système solaire. Moi j'ai pris le 7 parce que je pense que je peux en nommer 7. Ok, et bah du coup, c'est ça, c'est toi qui vas le faire. Attention, sur la carte, il est indiqué la valeur totale, la valeur maximum. Si j'avais pris le 9, Et bah c'est mort, du coup bah, tu vas perdre des points. Donc c'est une histoire de prise de risque, de savoir combien est-ce qu'on est capable de nommer de choses. Vous avez les planètes dans le système solaire, les significations des initiales de LVMH. Je suis même pas sûr, je pense que j'en ai 2. Louis Vuitton. Ouais. Maison MH. Autun. Maison Alfort. Maison Alfort. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il n'y a pas Mallette. Non, c'est genre Moet Eneway, mais c'est flou donc j'arrive pas trop à lire. Ah oui. Et ouais, les lettres comme employées moi, dans la numération en chiffres romains. Il y en a 7, honnêtement, je pense que je peux faire les 7. Il y a I, c'est le 1. Il y a V, c'est le 5. Et il y a V, c'est le dieu des juifs. Il y a X, c'est le 10. Il y a L, c'est le 50. Et il y a... Ah, attends. Et il y a Bitoku. Ouais. C'est le. C'est le gros jeu de l'année. Mais non, je pensais... voilà, j'aurais dit 7, j'aurais pas marché. Ok, donc, il est. C'est le moment. Il est venu le temps des cathédrales. Salut, camarades de la chose ludique, vous qui nous rejoignez à ce moment précis de la vidéo parce que vous vous demandez ce que c'est que Bitoku. Parce que ça fait des mois et des mois que tout le monde en parle. Ça a été nommé au Diamant d'Or. C'est Ark Nova qui l'a gagné. Mais Bitoku était nommé et je pense qu'il a eu le Diamant d'Argent. Donc il a eu la 2e place si je dis pas de bêtises. Donc Ouais, exactement. ça fait partie des gros jeux sortis cette année et je mets en exergue. Déjà, je dis le mot exergue. Le mot gros, parce que c'est vraiment extrêmement lourd. Extrêmement lourd. Ouais, extrêmement lourd en termes de règles à lire. Je me suis tapé la lecture des règles. La règle fait 30 pages, messieurs, dames. Et autant vous dire que c'est pas du léger. Parce que c'est du lourd. Je me répète, c'est affligeant. Mais. Si vous- C'est certes lourd, mais attention. Attention, c'est très très bon. Et voilà. C'est pour qui aime bien les jeux de gestion, je pense que ça fait vraiment partie du top 5 de cette année. Hein. Cette année, tu vois, des gros jeux, au final, des trucs très marquants, il n'y en a pas eu des tonnes, quoi. Il y a eu Boon Lake, il y a eu la réédition de Ultimate Railroads, il y a eu ça, Bitoku, Ark Nova et Carnegie. Et Carnegie, ouais, il va y avoir Sky Mines et Imperial Steam qui arrivent Ouais. chez Super Meeple un peu en fin d'année. Et Ibris, a priori, qui sent plutôt voilà. bon. Et Ibris. Mais après, bon, c'était de la réédition de Mage Knight et tout ça. Mais là, Bitoku, ça se passe vraiment dans les gros jeux de l'année. Si Ark Nova vous a déçu parce qu'il y avait peut-être pas trop de contrôle ou peut-être pas assez d'interaction, je pense que là, vous allez carrément trouver votre compte. Dans Bitoku, vous allez déjà jouer pendant 2 à 3 heures. Et vous allez un peu chercher à marquer des points dans un univers Japon fantastique.
C'est 1 à 4 joueurs, Ouais. sachant que à 2-3, c'est très bien. Vous allez comprendre pourquoi, c'est assez adapté. C'est ça. Et alors, pareil, j'essaie de tester les modes solo, j'ai pas eu l'occasion de tester celui-là, mais sur la boîte, c'est marqué David Turczi. David Turczi, c'est quelqu'un qui fait des modes solo pour des gros jeux. C'est quelqu'un, globalement, dont c'est la spécialité, donc pareil, ça fait partie des choses qui sentent bon. Ce jeu a une belle présence sur table. Ah bah oui, là, il est bien présent dans la tête et dans la table. Alors, Dans Bitoku, vous allez faire plein de choses qui vont vous rapporter des points. Vous allez pouvoir avancer sur des pistes par ici, envoyer des petits personnages, des petits pèlerins qui vont avancer et qui vont vous rapporter des points à certains endroits. très bien. Vous allez pouvoir recruter des yokai qui vont vous permettre de faire des actions. J'y reviendrai plus tard. Et quand vous vous débarrassez de ces yokai, vous allez pouvoir marquer des points. Très bien. Deuxième façon de C'est marquer ça. des points. En plus de vous déplacer ici, vous allez pouvoir vous déplacer sur un chemin de Bitoku. Des cartes spéciales, des esprits un peu magiques. Et quand vous avancez sur les différentes cartes que vous allez gagner, vous allez aussi marquer des points et gagner des bonus. Troisième façon de marquer des points. Quatrième façon de marquer des points, vous allez pouvoir construire des bâtiments. Quand je construis des bâtiments, je vais pouvoir les placer sur des lieux, c'est les tuiles que vous voyez ici. Je vais pouvoir activer ces bâtiments pour marquer des points. Je vais pouvoir gagner des points si quelqu'un active mon propre bâtiment. Ah, un Monopoly. Un J'arrive Monopoly. chez toi, C'est Sébastien. le même principe que le Monopoly. Et aussi, le fait de construire des bâtiments, ça me fait prendre des petits pions sur mon plateau personnel pour les mettre sur le plateau principal. Tu as révélé deux Et ça me points débloque des points de victoire. que sont ces poissons violets. Donc au début, le premier bâtiment, il m'en fait 2. Les derniers, ils m'en font 5. Donc autant dire que ça peut pas mal scorer. C'était encore une autre façon de faire des points. Une autre façon de faire des points, d'ailleurs quand je construis des bâtiments et quand je fais des différentes actions, je vais pouvoir faire avancer mes petits pions ici. On a chacun des petits pions sur ces pistes. Si c'est moi le plus avancé ici, je marque 4 points. Si je suis deuxième, je marque 2 points. Ok, et encore une autre façon de faire des points. Encore une autre façon, juste ici, on va récupérer des cartes vision. Vous avez des petites icônes. Si jamais je possède des trucs qui correspondent à ces icônes à la fin de la partie, je marque des points. Si je les possède pas, je perds des points. Un peu aventurier du rail. Allez. Et ça, des cartes, je peux en récupérer beaucoup. Autant vous dire que là, cette carte me demande de faire d'avoir un bâtiment. Si j'ai plusieurs cartes qui me demandent un bâtiment, il va me falloir plusieurs bâtiments. Très bien. Cela va de soi. Je vais pouvoir récupérer des libellules ainsi que des mitamas. Oh, des mitamas. Et quand je les récupère tous les deux, ils fusionnent, ils se font un petit bisou. Le fait de récupérer ça, ça me permet de faire des actions et ça me permet également de marquer des points, notamment quand je récupère des mitamas. Et je vais pouvoir enfin récupérer des cristaux que je vais mettre sur mon plateau qui viennent me libérer d'espace et qui viennent également me rapporter des points, un peu comme les bâtiments. Vous avez vu, j'ai passé 25 minutes à vous dire comment on peut marquer des points. Donc, si je résume, marquer des points, c'est avancer sur le chemin, Ouais, virer des cartes de ta main, c'est ça, construire des bâtiments, voilà. prendre des missions secrètes, Mhm. récupérer des mitamas et des libellules, Ouais. récupérer des cristaux. Avancer les Kodama, et il y en a même une que j'ai oubliée. On va pouvoir récupérer des petits rochers qui me permettront de gagner des points si jamais j'ai les bons trucs qui vont bien. Sachant que ça me donne en gros des objectifs secondaires et je pourrais essayer de maximiser dessus en disant ça, chaque bâtiment que j'ai, ils me feront beaucoup de points selon le placement 2, que j'ai 3 fait. points selon ce que tu en as fait. Voilà. Ok, mais ça, c'est grosso modo ce qu'on appelle une salade de points. Ouais. Une salade de bites. Allez, Voilà. Non mais voilà, il faut dire, tout à l'heure, on a reçu la palette de Bitoku, on était en train de décharger, et qu'est-ce qu'il y a? Il y a les ouvriers d'à côté qui font « Oh, bah c'est quoi Bitoku ?» Alors voilà, tout le monde fait la blague depuis des mois et des mois, c'est relou, à un moment, il faut que ça sorte. Ah, punaise. J'allais discuter avec des gens chez Yellow qui ont dit on l'a signé, on n'en peut déjà plus. Bah oui, c'est logique. Et c'est vraiment, j'ai essayé de me retenir, mais oui, le jeu s'appelle Bitoku. Ça veut dire vertu en japonais. Il y avait une question à ça à Burger Quiz au The Event. Donc voilà, peut-être que Max Chaba, l'auteur de Burger Quiz, s'intéresse au monde du jeu et a entendu parler du mot Bitoku grâce au jeu. Bien, c'était ton coup de gueule sur la bite. Voilà, et en plus de ça, faire des coups de gueule, je me dis peut-être qu'à un moment, je vais aussi avoir le droit à un best-of de Monsieur Blue. Parce que les best-of de ces dispos de Simon, c'est bien gentil. Mais bizarrement, il y a un best-of toutes les 2 semaines. Il n'y a pas eu de... Out of context, Sébastien Dupassin. Voilà. Alors, ça, c'est voilà. Si vous voulez faire des points, faire ça. Mais comment mécaniquement ça marche? Qu'est-ce qu'on te demande à ton tour, Eh ben, Sébastien? alors ça peut paraître bête, mais c'est pas si difficile que ça. Ben non. À mon tour, je peux faire 3 choses. J'ai des emplacements sur mon plateau qui ont la forme d'une carte, et j'ai des cartes dans ma main. Oh là. Et peut-être que je pourrais placer une carte dessus. Quand je place une carte, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je gagne le bonus. Ici, je gagne un bois ou un caillou. Ici, je peux construire un bâtiment ou récupérer un cristal. Ouais, d'accord. Donc là, on est au niveau CE2, quoi. C'est ça. En termes de compréhension de la règle, c'est très simple. Donc je peux poser une carte, si j'ai un emplacement disponible, et effectuer l'action du yokai que j'ai posé De la chez moi. carte. Très bien. Quand je fais ça, quand je joue ma carte,
je peux avoir un petit dé à côté. Si j'ai un dé, je vais pouvoir le déplacer sur la case ici. Tada! Ici, le dé est bloqué, je peux pas m'en servir. Ici, le dé est débloqué, je peux m'en servir. C'est un dé débloqué. C'est donc la deuxième action, jouer un dé que tu as débloqué. Je peux récupérer un dé et venir l'envoyer sur le plateau. Non, mais... Oh, j'ai tué le cerf. Mais non. Il a fait un saut de biche. Bon, bravo, c'était l'instant Je suis bouling de fatigué. Sébastien. Je suis fatigué. Je ne comprends pas pourquoi on a commencé à 10h ce matin, il est 23h, il fait nuit, on explique des jeux pendant 3 heures. Tout se passe très Tout bien. se passe très très La bien. crise de nerfs. Et non pas la crise de cerf. Bonsoir, c'était le C Dispo. Alors, on y va, on revient, les gens ont vomi. Donc, tu as débloqué ton dé, tu peux l'envoyer sur une case. Je peux l'envoyer sur une case. Je peux le poser sur une case disponible sur laquelle il y a des petits liserés rouges. Donc je peux dire, je prends mon dé, je le mets ici. Et chacune des cases correspond à une des façons de marquer C'est des ça. points. On a ici 1, 2, 3, 4 zones où je vais pouvoir faire différentes actions. Ici, les symboles sont plutôt clairs. Je peux récupérer des libellules, récupérer des mitamas. Selon la valeur de mon dé, l'action sera plus ou moins forte. Je peux Très faire bien. l'un ou l'autre. L'un ou l'autre, ça me coûte moins cher. L'un et l'autre, ça me coûte moins cher. Ici, je gagne des déplacements sur la piste ou sur les cartes qu'on a récupérées. Ici, ça ne me permet pas de récupérer des points, mais ça me permet de gagner des ressources. Mais Ce qui est plutôt pas dégueu. Les bâtiments coûtent des ressources. C'est ça. Et là, ici, je peux, comme de l'autre côté, je peux construire un bâtiment, récupérer un cristal, ou éventuellement faire les deux si jamais j'ai eu un gros dé. Il n'y a que 2 places, il n'y a que 2 emplacements, donc il faut jouer en premier. C'est ça. Il faut jouer en premier, et en plus de ça, imaginons que j'ai joué un 5. Vous ne pouvez pas faire l'action de ce lieu si vous mettez un dé de valeur plus petite que 5. Salaud, casse-toi, t'as pris la place. Et là, vous dites, bah non, c'est un jeu de hasard, on lance les dés. Non, 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 non. Les dés, ils ont une valeur au début, elle est fixée. Derrière, on va pouvoir récupérer des bonus qui me permettent de dire, mon dé, j'augmente sa valeur de 2. Et du coup, mon dé, c'était un 3, ça devient un 5. D'accord, à aucun moment, tu lances les dés. À aucun moment, on lance les dés. Et ce qui fait que... il n'y a pas de hasard, c'est juste en fait, il faut voir ça comme un compteur. Quoi. Et chaque fois que tu l'as joué, grosso modo, ensuite il perd 1 de valeur. Et bien ça justement, c'est pour la troisième action. Quand j'ai placé mon dé ici, qui m'a permis de faire une action, éventuellement d'activer l'un des bâtiments qui était là, c'était l'autre possibilité, je peux déplacer mon dé de l'autre côté de la rivière. Quand je fais ça, mon dé perd un point. Donc j'étais un 5, je passe un Ok, 4. donc tour après tour, tes dés, si tu les améliores pas, ils vont commencer à baisser, ce sera de moins en moins Et bien. je pourrais faire pas beaucoup de choses. Et ici, c'est là que je récupère des nouveaux yokai pour faire des actions plus fortes, comparé à mes yokai de base. Tu débudes un peu ta main. C'est ça. Et je peux aussi récupérer des bitoku qui me font justement des bonus quand je me déplace dessus et quand j'en ai des types différents. parce c'est qu'en une fait, façon de marquer des points à la fin de la partie. Tu viens les prendre et tu les mets sur ton petit plateau qui font un chemin. Et sur ce chemin, tu pourras te déplacer après un peu plus tard. Voilà. Très bien. Et globalement, c'est un peu ce que je peux faire à mon tour. Je pose une carte devant moi, je mets un dé sur le plateau, ou je déplace un dé qui a déjà été mis sur le plateau. Donc, ouais, alors, il faut s'imaginer qu'un tour, c'est 6 tours. Et ce qu'on voit là, en vous disant, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, il y a des façons de faire des points. Il y a tellement de trucs à faire. Ouais. Ce n'est à aucun moment frustrant. Non. C'est super agréable à jouer. Alors, je trouve ça frustrant, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que là, en fait, les trucs que vous voyez ici, là, les bâtiments, les cristaux et machin, c'est en quantité extrêmement limitée. C'est-à-dire qu'avec les actions qu'on va faire en un tour et demi de table, il n'y en a plus du tout. Mais de toute façon, le jeu dure 4 manches, ça va Ouais. très vite, ça va vite s'épuiser et vite, il va falloir se dire, allez, j'ai récupéré un truc qui me fait des points pour les cristaux, il faut que je prenne plein de cristaux. Et justement, il y a vraiment ce côté tension, le fait de se dire, en fait, je veux faire ce truc-là, j'ai envie de faire 4 trucs différents à mon tour. Il y a des trucs que je pourrais pas faire parce que justement, ça aurait été pris par les autres. C'est justement, en général, ce qui est plutôt apprécié dans ces jeux-là, c'est de l'interaction parce que il faut se précipiter sur les choses les plus importantes. Après, c'est le jeu d'ouvrier, tous ceux qui ont aimé Narak, tous ceux qui ont aimé les Praga Kaputregni, tout ce Quand tu parlais de Gugong, Ouais, mais ça dans fait penser les gros jeux, mais ça fait penser à Gugong, ouais. Alors attention, après faites attention, c'est quand même plus lourd que Narak. Ouais, Faut mais pas se voiler la face. si Narak, t'as trouvé ça sympa, agréable et que tu veux jouer un truc qui a encore de plus de puissance sous le pied, tu Ouais. peux y aller, hein. Si tu te dis que tu as envie de tester des trucs un peu plus lourds, ça peut être bien. Attention, effectivement, la règle est très bien écrite, mais elle est très longue, et comme il y a beaucoup d'éléments qui interagissent entre eux, on vous le dit clairement au début de la règle, vous n'allez pas tout comprendre parce que on fait référence à des trucs dans tous les sens. Et ce sera pas forcément limpide. À la fin de la lecture de la règle, j'avoue, c'était pas tout à fait limpide, c'est devenu limpide, soit je pense à une deuxième lecture de règle, soit pendant la première partie. Moi, je t'avouerai que j'ai joué donc la deuxième partie que tu as fait avec toi. Ouais. Et c'était limpide. C'est ça, Une fois que tu nous avais expliqué comme il fallait, boum, C'est ça ça. roulait. À la fin de la première partie, tout était clair pour moi. Je l'ai expliqué derrière. Alors ça a duré 20-30 minutes d'explication de règles, donc il y a des trucs à raconter. Mais c'était clair et tout s'est très bien passé. On n'est pas revenu à la règle de toute la partie. Ah non, L'iconographie est est... méga claire. Ce que tu dis, c'est par contre, effectivement, c'est un peu petit parce que y a beaucoup de choses. Voilà. Potentiellement, ça aurait pu être fait autrement, mais
au final, les symboles vont pas changer partout. Donc en fait, quand on les connaît, on sait ce qui va faire quoi à quel endroit. Donc c'est pas non plus. C'est peut-être gênant pour une première partie, mais ce sera pas gênant pour la suite. Bon, mais ça, on vous le conseille quand même beaucoup. Ouais. Vous voyez la quantité de matos 65 €. C'est un argument comme un autre, mais pareil pour ce genre de jeu, ça peut vite exploser en termes de prix. Je trouve pas ça immensément abusé comme prix. Carrément. Voilà. Et Voilà de quoi il en était sur Bitoku avec une petite crise de nerfs en plein milieu. Je m'excuse d'avance. Et je m'excuse auprès de Étienne et Cédric qui ont vécu ma première partie, qui était clairement pas la plus brillante en termes d'explication de règles. Ça s'apprend. Et bah oui. Bah, là, ça s'apprend. Bon, alors, est-ce qu'on passerait pas par un truc beaucoup plus léger, mais qui, à mon avis, aussi, là, Défonce. Donc ça, du coup, pareil, bah, évidemment, pour Noël, vous l'achetez. Il y a des gens qui aiment bien les gros jeux. Cela va de soi. Putain. Cela va de soi. On commence à parler de Noël, il faut expliquer autre aux gens. Ah oui. C'est que, par exemple, quand on vous parle de Sea Salt and Pepper, c'est déjà en rupture de stock. Asmodée a déjà dit, il n'y en a plus. Bombix va essayer de le réimprimer d'ici Noël, mais toutes les boîtes sont en boutique, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. C'est ça. C'est toujours un peu le même truc que l'année dernière. Préparer ses cadeaux à l'avance, c'est peut-être pas plus mal, parce que au moins vous êtes sûr de ce que vous avez. Je le fais jamais, moi. Moi non plus. Oh là 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 là. Gloire à ceux qui y arrivent, quoi. Ouais. Mais justement, l'avantage aussi de ces dispos, des vidéos des meilleurs jeux qui vont pas tarder à revenir et tout, c'est de vous dire, si vous avez des gens autour de vous qui aiment bien les jeux, vous pouvez leur offrir ça. Et nous, là, clairement, ça en fait. Nous, on essaye de stocker au maximum les trucs auxquels on croit et les trucs auxquels on pense que vraiment c'est des trucs chouettes. Si vous avez vos habitudes d'acheter vos jeux à des gens qui vous rendent service à votre ludicaire, très bien. S'il y a des trucs que vous ne trouvez pas, on peut toujours être là pour vous dépanner. C'est un service à nous rendre aussi. Que de venir nous acheter des jeux. Ouais, c'est... Et on vous le remercie. Il y a des gens... Petite parenthèse avant de passer au gros jeu suivant. Allez. Il y a beaucoup de gens qui sont venus cette semaine parce qu'ils avaient un congrès de bioinformatique à Toulouse. Ouais. Et il y a 3-4 personnes qui sont passées en disant « Ah bah du coup, moi je viens de telle ville et je viens pour ce congrès à Toulouse. Et du coup, je suis passé par le passe-temps parce que je vous aime bien. » Et c'était absurde de voir à quel point... les gens se rencontraient, je crois que même qu'il y en a qui se sont rencontrés entre eux au congrès et qui sont venus derrière la boutique. Exactement, mais moi je trouve ça trop cool parce qu'il y a une des personnes qui nous commande plein de jeux sur internet qui était là à ce congrès. Ouais. Et ça permettait de mettre des visages sur des noms de commandes et ça fait toujours plaisir. Bah oui, c'est vraiment trop sympa, donc n'hésitez pas à passer à la boutique si vous passez. N'hésitez pas à faire de la bioinformatique. Et bah oui, si jamais ça vous intéresse. Les enfants, voici le meilleur jeu pour enfants de cette année. Ah ouais, c'est comme ça. Ah, ouais, Ah oui. Non mais le Grand Prix de Belcassel, c'est meilleur jeu. Ouais, familial. C'est famille. Là, c'est purement. Là vraiment c'est enfant, mais qu'est-ce que c'est cool. La colline au feu follet de Zauberberg en allemand. Les gens aiment bien quand je prononce des noms en allemand. Apparemment, ils aiment bien parce que je prononce correctement. Dr Zauberberg. Ouais. Et en plus, nous pratiquons l'humour. Vous l'avez peut-être vu en vidéo dans une première partie qui est sortie cette semaine. Vous avez vu Amandine et Erwan et Cécile, qui sera également la 4e Laronne de notre nouvelle refonte des soirées jeux du passe-temps. Donc que vous reverrez ce soir sur la chaîne. C'était hilarant ces soirées jeux du passe-temps, c'était génial. Et apparemment, il y avait des bonbons dégueulasses. C'était fou. Vous verrez ça. J'ai rarement entendu rire lors d'une vidéo que celle-là. Moi, j'étais pas là le jour du tournage et j'ai pas vu, et du coup, j'ai pas vu la vidéo. J'attends ça avec impatience. Et donc il y avait Cécile Erwan qui découvrait la colline de feu follet et Amandine et moi qui découvrions la colline de feu follet. Voilà, hors sol. Genre, waouh, qu'est-ce que c'est bien. Alors, c'est pas indiqué sur la boîte, mais il se trouve que c'est le Kinderspiel des Jahres. Les Allemands ont dit, c'est ça, c'est le meilleur jeu pour enfants sorti cette année. Vive les Allemands! Vive les Allemands! Du coup, quand ça arrive, on se dit, ok, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu coopératif dans lequel vous allez faire glisser des billes le long d'un petit chemin, à la manière, et là je peux encore en parler, du jeu du... Ah, c'était lequel? C'était le tyrolien, au juste prix. Je crois que c'était tyrolien. Non, c'était pas tyrolien. C'est pas le tyrolien du tout. Mais comment c'était? J'avais trouvé le nom. On en avait parlé dans le premier épisode de Camarades, justement, pour parler des jeux qui étaient nommés au Spiel. Le pièce, je sais pas quoi, le pouce-pièce ou un truc comme ça. Non, je sais plus. Vous irez revoir dans la vidéo et vous nous le direz dans les commentaires. Quelqu'un nous l'a mis en commentaire dans la vidéo de Vichy dans laquelle on en parle. Sachez qu'on lit tous vos commentaires. Eh ben oui, c'est très sympa. Parfois. À mon tour, je tire une bille. Cette bille, je vais pouvoir la placer en haut de la piste. Mettons, je vais la placer ici. Cette bille a touché un magicien. Cette bille est violette. Cette bille est violette et elle a touché un magicien. Je vais prendre ce magicien et venir le placer sur la prochaine case violette du parcours. Donc du coup, je peux le prendre et aller, hop, l'emmener ici. Cette bille tombe et il ne se passe plus rien. Au fur et à mesure, on va faire avancer les magiciens et les sorcières qui vont se faire toucher par les billes. Ces billes sont des feux follets. Notre but, c'est de faire avancer les magiciens tout en bas de la colline avant que les sorcières ne soient arrivées en bas de la colline.
D'accord. Donc en fait, est-ce que c'est un jeu d'adresse, de hasard? Qu'est-ce que c'est exactement la colline faux follet? C'est un jeu fun. Bah ouais. Il faut essayer de se dire, ok, peut-être que ça va tomber là, mais c'est que là, rempli tu vois, de hasard. Il faut essayer de viser ici Ouais. pour faire en sorte que ça touche celle-là, puis que ça aille là pour toucher celle-là. Bah regarde, là je suis à peu près sûr de moi. Je te prends cette bille rouge, vite je vais mettre le mage ici, qui se refait toucher par la bille rouge, et je vais mettre là. Et là en plus, eh merde. Non, la sorcière avance. Ça va râler, on essaie de crier. Là vous voyez, j'ai bien joué parce que j'ai pas posé la sorcière de suite. Si j'avais posé directement, elle aurait réavancé. Et là au moins, il faut essayer de temporiser, d'avancer et de faire ça au bon moment. C'est globalement, nous on y a joué entre adultes, on n'y a pas joué avec des enfants et on s'est éclaté. ah, mais ça réanime notre âme d'enfant quoi. C'est vraiment c'est ce qu'on disait pour Dodo, ce qu'on disait pour ça, c'est ou pour City Chase, c'est des jeux jouets, des jeux qui ont du matos un peu délirant et qui fait envie quoi. C'est ce qu'on aurait pu avoir envie en étant gosse. Exactement. C'est vraiment un jeu assez enchanteur. Vous avez même une variante qui est compétitive dans laquelle un joueur joue la sorcière et l'autre joue les magiciens. On les alterne sur le chemin et le but c'est de gagner avant les autres. C'est immensement chouette, ça vous met des étoiles dans les yeux. Alors attention, nous on avait essayé entre nous la variante compétitive à rôle caché, où on ne sait pas qui est dans quelle équipe. Ça ne marche pas. Ça marche pas trop. Ça marche pas du tout. Assez vite on repère qui on veut faire avancer, donc auteur, autrice de jeu, c'est un métier. C'est un peu moins idiot que ce que ça a l'air, voilà, t'essaies de faire des cascades, d'avancer, de prendre des risques, de dire allez on vise là, ça touchera pas la sorcière. Ah non, ça l'a touché, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Oh oui. Ok, j'ai quasiment réussi à faire avancer un magicien à la fin. Vous voyez un peu quel genre d'ambiance il peut y avoir autour de la table. Ça, clairement, vous l'offrez à Noël, vous le mettez sur la table le matin de Noël. Tout le monde finit par y jouer, quoi. Oui. C'est le jeu reste déballé, vous en faites des parties à plus savoir qu'en faire. On vient de passer, voilà, 6 trucs qui sont, selon nous, assez balèzes dans les jeux sortis cette année. 6 Salt and Pepper, Russian Roulette, World Championship, Smarten, Bitoku, La Colline Faux Follet, Snakes, qui sont des trucs quand même assez ravageurs, qui étaient très attendus. Vous avez bien conscience que là, on est dans des choses assez fortes. Ouais. Alors, c'est pas pour ça que le reste est mauvais, mais sur un truc comme ça, il faut compartimenter, il faut qu'on fasse des choix, parce que vous pouvez pas non plus vous enfiler 3 heures de vidéo, et ça nous permet aussi, nous, de rien oublier et d'orienter un peu ce qu'on va présenter. Il y a sans doute des choses qu'on a envie de s'enfiler, mais peut-être pas 3 heures de vidéo du passe-temps. Avez-vous envie de vous enfiler une partie de Bitoku? Ah bah oui. Allez Alors, tu veux dire qu'en plus, il nous reste encore tout ça à parler? Nous ne venons que de démarrer. Il y a encore des jeux exposés, c'est la folie des latins jusqu'au petit matin, comme le chantait Christophe Laurent. Christophe Laurent, tu nous fatigues avec ton Christophe Laurent. Ce chanteur est génial. Petty Officer, les petits officiers, pas du tout, ce sont les officiers animaliers. C'est une extension pour Détective, le gros jeu d'enquête qui a un peu marqué ces dernières années. C'est un scénario supplémentaire, il y en avait un qui s'appelait Los Angeles, non. Miami? Non, Miami c'était... Ah non, l'autre, la boîte rouge. Ah, j'ai oublié. Je le voilà. Voilà, parfait. Un nouveau scénario. On nous a demandé l'enquête 6 il y a pas longtemps sur Instagram, quelqu'un qui discutait, bah, du coup ça peut être une bonne alternative Petty Officer. Ouais. Exit, le château lugubre, un nouveau exit puzzle, donc le 3e de la gamme. Un niveau débutant, vous avez 4 petits puzzles et des énigmes qui vont venir s'ajouter au fur et à mesure. Si jamais vous avez déjà torché les puzzles de Baptiste, et que vous avez encore faim, en voilà encore un petit peu. Et si vous vous êtes torché avec les puzzles de Baptiste, il faudrait quand même penser à les consulter. Oui, c'est pas très gentil. Ça, c'est le compendium. Alors ça, c'est la première fois qu'on a ça, je pense. Alors, moi, j'ai trouvé l'idée tellement saugrenue que j'en ai commandé plein. Ouais, parce que honnêtement, je pense que les fans de ça pourrait leur plaire. Oh Quoi? Mon podcast, je pourrais faire ça. Bon, alors, Simon a des projets, on en reparlera à un moment. En fait, ceci, c'est le livret de règles de Size. Alors vous allez me dire, mais pourquoi je vais aller acheter ça? J'achète le jeu Size, c'est fourni avec. Effectivement, le livret de règles est dans la boîte. En fait, là-dedans, vous avez le livret de règles du jeu de base et le livret de règles de toutes les extensions. Donc là, vous avez compris Fenris, tout ça. C'est ça, vous avez tout de condensé dans un seul bouquin, de manière à pas aller fouiller dans tous les livrets de règles que vous avez dispersés, voire perdus. Bouquin, attends, l'édition française, Matago, ils ont fait ça bien. Oui. Arnaud, il nous a fait une petite version brochée, tout ça, là. C'est bien. On espère bientôt la version truite. mais ah bon? Il y a une police des jeux de mots, tu sais. Non, monsieur, c'est interdit. Eh ben moi, j'ose. Pour continuer dans les bouquins, Andor Story Quest Sentier Obscur, un jeu dans l'univers de Andor, pas la planète dans Star Wars, mais le jeu coopératif narratif. C'est un livre dont vous êtes le héros,
avec des cartes. Vous avez des lancers dés pour des tests de compétences, vous allez avoir des embranchements, choisir est-ce que vous voulez aller sur telle carte, sur telle carte, sur telle carte. Vous avez 2 scénarios. Pendant ce temps, Simon regarde pour aller se manger un petit bonbon à la réglisse. Cool. Allez écoutez, t'as déjà vu la mère de Réglisse? Bon, C'est ça vraiment suffit. très bien. Je parsème des choses. Donc une aventure à jouer en solo, si vous aimez bien carte aventure et compagnie, ça peut carrément correspondre. Saboteur, la mine se rebelle, un nouveau jeu dans l'univers Saboteur. Vous allez cette fois-ci être directement dans 2 équipes, pas besoin d'extension pour faire ça. Dans chaque équipe, vous avez des traîtres qui jouent pour l'autre équipe. Vous allez... Ah, c'est bon, la machine à carte bleue a fini de se réveiller. Vous allez compléter vous allez poser des cartes pour constituer des couloirs de mine. Vous allez vous y déplacer physiquement. Là, vous allez vraiment avoir des pions que vous allez bouger. Votre but, ça va être d'embêter les autres, de récupérer des pépites. La deuxième télécollecte. Eh ben oui, évidemment, il en fallait 2. Vous allez donc récupérer des pépites, aller pourrir les autres, essayer d'atteindre une sortie. Votre but étant de marquer plus de points que les autres. Il faut que les 2 parties de l'équipe gagnent des points. L'anneau unique, c'est une boîte d'initiation de jeu de rôle dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Vous avez plusieurs scénarios, des cartes, des personnages qui sont pré-tirés. Ça se passe scénaristiquement entre le livre Le Hobbit et le premier livre du Seigneur des Anneaux, La Fraternité de l'Anneau. C'est comme ça qu'il s'appelle maintenant. Donc si vous aimez bien cet univers et que vous voulez faire découvrir le jeu de rôle, ça peut être cool. Lockdown, le nouveau jeu édité par Greux Games de Grenoble. C'est pareil, un jeu d'enfoiré. C'est la réédition. Alors, comment tu dis que ça s'appelait le... Alors, c'est un classique. Hein. Ouais. Ça s'appelle Lockdown. Ça a eu 2 noms. Ça s'est appelé Zombie, la blonde, la brute et le truand. Puis, Repoprod avait acheté les droits du jeu pour l'appeler City of Horror. C'est ça. Un jeu d'invasion de zombies dans lequel les zombies frappent à la porte. Et s'ils sont trop nombreux dans le lieu dans lequel vous êtes, vous devrez voter pour savoir qui c'est qu'on envoie se faire bouffer par les zombies. C'est ça. Il y a un côté un peu glauque. Genre, on est dans un supermarché, on se déplace dans des lieux. S'il y a trop de monstres, on va voter pour savoir qui on va éliminer. On a les objets, on peut les se pourrir. On a de la viande avariée qu'on peut se mettre sur nous pour que les monstres ne viennent pas nous bouffer. On a une équipe de personnages plus ou moins utiles Ouais, c'est ça. qu'on se trimballe et qu'il faut tenter de faire survivre malgré tout. Et justement, il y a comme personnage le chialeur. C'est un enfant qui a aucun pouvoir. Par contre, s'il a encore envie à la fin de la partie, il me fait beaucoup de choses. Et tu sens que les jeux ont avancé parce que là, dans la blonde, la brute et le truand, c'était la blonde. Parce oui. qu'elle criait genre ah des zombies et elle se faisait attaquer. Et là, ils ont mis le chialeur. Les années 2000. Et j'en profite pour montrer un truc. Allez hop, soyons fous. Le matos, c'est un peu cool. Genre, les pions des différents personnages, c'est imprimé directement sur des jetons en bois. Genre, c'est pas un autocollant qui est collé, quoi. C'est un peu stylé, je trouve. Donc voilà. C'est sérigraphié. Et voilà, on montre un peu les choses. Donc, jeu d'enfoiré, où vous allez voter les uns contre les autres. C'est Nicolas Normandon, c'est l'auteur de Bahamas qui a fait ça. Donc, autant vous dire que ça peut s'adresser à vous si vous êtes Thomas. Et c'est l'éditeur Denis Lavélire. C'est un niveau qualité éditoriale. C'était même pas la peine. Ah si, pardon, une nouveauté. À la fin d'une partie, vous allez vérifier globalement ce qui s'est passé dans la partie. Vous allez lire une carte épilogue qui va en gros vous raconter un peu la fin de l'histoire et ça aura des conséquences pour la partie d'après. Il y a quand même, c'est une réédition, mais ça a quand même été retravaillé. Ça a failli me sortir de la tête. So You've Been Eaten. Un jeu en anglais de Scott Ames, auteur de Almanac, de Warp's Edge et de L'île des prédateurs. C'est un jeu qui joue tout seul ou à 2. Le thème est un peu barré. So You've Been Eaten, donc vous avez été mangé. Vous êtes un explorateur et vous allez dans le ventre d'une créature pour récupérer des cristaux qui poussent dans le ventre de cette créature. Genre une sorte de Moby Dick Sky Mines. Voilà. Oui, un peu genre de truc. Une personne va incarner l'explorateur, l'autre personne va incarner la créature. Vous jouez l'un contre l'autre de façon asymétrique. Je joue l'explorateur, je vais lancer des dés pour faire des actions. Je vais pouvoir améliorer mes actions, je vais pouvoir aller fouiller dans le ventre de la bête, récupérer des créatures et essayer d'empêcher la créature de gagner. Je gagne si je récupère 8 cristaux différents. Et la créature, quand elle joue, en fait, elle va gérer une file de cartes. Sur ces cartes-là, il y a des bactéries qui vont être représentées et qui, à chaque tour, vont faire avancer sur des pistes. En gros, la première carte de la file va faire avancer sur des pistes. Si la piste de cette bactérie... la bactérie bleue va faire avancer la piste bleue, la bactérie jaune fait avancer la piste jaune. Si une piste est arrivée tout au bout, je perds la partie parce que je me fais digérer par cette bactérie. Donc mon but, ça va être de gérer les cartes de la créature pour dissoudre l'autre. Et si je suis l'explorateur, je vais devoir gérer les cartes de la créature pour ne pas me faire manger. Et alors ça joue à 2 avec des rôles asymétriques, mais aussi tu peux jouer en solo contre un robot. Et tu peux jouer, en fait, tu joues en solo un rôle ou l'autre contre un automate de l'autre rôle. Ouais, très bien. Et
comme les deux automates existent, et ben vous pouvez vous les faire s'affronter les uns les autres. Et ça joue à 0 du C'est coup. un jeu qui peut jouer à 0, donc vous devez bouger le matériel, mais vous pouvez absolument ne pas réfléchir. Yeah Qui gagne. Un jeu de 0 à 2, c'est bon, là, on est, il est là. C'est marqué de 0 à 2 Ouais. C'est marqué de 0 à 2. Un jeu de 0 à 2. C'est ça. Et illustré par Conchay Moria, autant dire que c'est splendide. Écoute, je pense que les amateurs de jeux solo, ça peut leur parler. Ouais, bah de toute façon, Scott Helms, c'est globalement ce qu'il fait, c'est plutôt. Ça Oui, dénonce. c'est Alors, l'année de Scott Helms. Hein. Alors, c'est un jeu en anglais. C'est de l'import, donc c'est peut-être un peu plus cher que ce que ça devrait être, mais si ça vous parle, on ne sait pas si ça arrivera en français, donc Ouais. profitez-en. Horror Arkham, le jeu de cartes, l'extension investigateur des Clés Écarlates, la nouvelle campagne qui arrive, la boîte de campagne avec les scénarios devrait arriver mi-novembre, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez une nouvelle mécanique des cartes que vous allez pouvoir améliorer au cours de votre campagne, genre vous cochez des cases sur votre carte pour débloquer des compétences, genre ma carte maintenant, elle fait ça. Arkham à cocher. Arkham à cocher. Et l'extension de campagne, elle fait très envie. Je crois qu'il y aura 10 scénarios dedans qui peuvent se faire littéralement dans l'ordre qu'on veut. On n'est pas obligé de suivre l'histoire, on fait un peu ce qu'on veut. Donc c'est très cool. Et le nouveau cycle de Marvel Champion qui démarre. Cette fois-ci, on lance tes personnages de comics préférés, les X-Men. Vous avez la boîte de campagne avec 2 personnages qui sont Shadowcat et Colossus, ainsi que 5 scénarios, 5 méchants à affronter. Et vous avez 2 autres X-Men, Cyclope et Phoenix qui sont là, de manière à ce que si vous jouez à 4, tout le monde peut incarner un personnage des X-Men. La particularité de cette campagne, c'est que vous pourrez incruster dans votre deck des cartes d'affinité que vous ne possédez pas. Ça vous parle pas trop si vous jouez pas à Marvel Champion, mais si vous connaissez Marvel Champion, ça peut vous intriguer, vous pouvez sûrement faire des combos qui déboîtent sa race. Wolverine sort mi-novembre, parce que forcément on parle de X-Men, c'est probablement assez attendu. Ouh, ça a été un peu dynamique, et maintenant, on va Ça a été un peu dynamique, dis donc. un petit peu. Et donc là maintenant, on va finir en douceur avec quelques jeux exposés qui sont là. J'ai oublié quelque chose? Non, rien. Ah mais non, mais c'est ici. Iroba. Iroba, c'est un jeu qui était, je pense, quand même assez attendu parce que il est sorti sur BGA depuis un petit moment, donc probablement des gens ont pu l'essayer. C'est un jeu, alors moi, il y a un jeu que j'avais beaucoup aimé l'année dernière qui s'appelait Périple. Je sais pas si ça vous parle, un jeu de... J'ai oublié le nom de cet auteur, je suis nul. Up and down, near and Bah below. oui, c'est ça. Nier and Below, oui, bien sûr. Nier and Above and Far. Above and Below, Sleeping Gods. Ouais. Son nom, c'est... Personne. Voilà. J'ai oublié son nom. Évidemment, tu ne vas pas m'aider. Non, je te laisse t'enfoncer. C'est peut-être aussi parce que je trouve pas, mais l'histoire ne le dit pas. Peut-être, hein, on verra. Dites-le dans les commentaires. Ryan Lecat, d'accord. Oui, voilà, évidemment. C'est exactement ce que je disais. C'est un jeu de placement sur un plateau où chacun de notre tour, on va venir placer des petits galets à notre couleur. C'est la guerre du Sudoku un peu, non? Eh ben oui, parce que c'est une grille de 9 cases par 9 cases, et pour placer ces pions, on va suivre les règles du Sudoku. Si je veux placer l'un de mes pions, il faut que je place un numéro qui n'est pas déjà présent dans la colonne, qui n'est pas déjà présent dans la ligne. Sur cette ligne, je ne peux pas placer de 1, de 4, de 7. Et, petite différence, je peux placer un autre 1 dans cette région, à condition que ce ne soit pas dans le même jardin. Genre ici, on a un petit jardin, Ce sont je peux pas des remettre de 1 jardins. ici. J'ai le droit de remettre un 1 dans cette zone-là. C'est très clair. Par contre, je peux pas le mettre ici parce qu'il y en a dans la colonne. C'est Vous très avez clair, c'est très clair. saisi. Quel est le but? Mon but, ça va être de contrôler des jardins. Si la somme des galets que j'ai posés dans un jardin est plus grande que la somme des autres, je gagne le jardin et je gagnerai à la fin de la partie autant de points que le nombre de cases du jardin. Et non pas, c'est la somme du jardin. Voilà. Le jardin fait 6 cases, j'ai gagné le jardin à la fin de la partie, je gagne 6 points. Parce qu'il y a 6 cases dans le jardin. C'est fou, hein, c'est bien, c'est limpide. Il y a un autre point sur lequel on va pouvoir se battre, ce sont ces carpe coins, qui sont disposés un petit peu partout. Cette fois-ci, ça fait 42. Ouais, voilà, on est tout à fait d'accord, mon cher Thierry. Pour chaque carpe coin à la fin de la partie, on va regarder qui s'est positionné autour. Cette fois-ci, c'est la personne qui aura placé le plus petit total autour de la carpe coin qui va la remporter. Et qui pourra venir la placer. Donc là, imaginons, j'ai remporté ce jardin-là. Je vais pouvoir venir la placer sur une case libre de ce jardin, que je contrôle, pour multiplier les points de ce jardin par 2. Donc là, ici, au lieu de marquer 6 points, j'en marquerai 12. 12. Donc un petit jeu tactique, on va chercher à se bloquer les uns les autres. Je les ai pas sortis, mais on peut aussi jouer des cailloux pour bloquer les cases. En fait, ça a l'air plus tactique. Faut aimer les trucs un petit peu, genre pas les échecs, Ouais, c'est mais ça, le go, un tout peu ça. calculatoire, on peut essayer d'anticiper, se dire il va faire ça, donc il va se placer là. Voilà. Mais très facile à prendre en main, élégant. Alexandre Droit, Ouais, c'est ça. Johan Benvenuto, Et, Bertrand Roux. Bertrand Roux. Et voilà, comme quoi il y a 3 auteurs sur la boîte, on peut citer les 3. C'est fou, hein. Alors là, maintenant, c'est le moment où il ne faut pas se perdre, il ne faut pas oublier les choses. Il nous reste 4 jeux, 5 jeux. La vache! Il reste 5 jeux! Il reste 5 jeux. Allez, tenez. Allez, tenez bon! On lâche pas! On peut le Allez-y! faire. On va réussir. Des fois, il y a des gens qui nous regardent, ils disent mais moi, vos vidéos, je les regarde en faisant autre chose. Donc peut-être ils nous écoutent en podcast. Ouais. L'autre jour, il y a quelqu'un qui dit mon mari,
Il vous regarde quand il descend les poubelles. Ah bah, alors, soit vous vivez dans la Tour Eiffel, parce que bah, c'est gigantesque. Ou alors vous êtes d'immenses crados et vous sortez les poubelles que deux fois l'an. Une fois l'an, ouais, c'est ça. Et si vous écoutez pendant la douche, n'oubliez pas de couper l'eau, parce que c'est la planète, voilà. Mettez une doudoune pour vous laver. Et bah, du coup, vu que tu es de ce côté-là, je vais peut-être parler des jeux qui sont devant toi, parce que ce sera peut-être plus pratique. Très bien. Nous allons vous parler d'une nouvelle gamme de jeux, localisée en France par Origames et éditée par Looping Games, un éditeur espagnol, 1923 Cotton Club et 1911 Amundsen versus Scott. Ce sont des jeux qui sont basés, qui vont avoir à chaque fois le nom d'une année, et qui vont parler soit d'un événement historique, soit d'une période historique. 1962, Claude François. Par exemple, 1924, ma grand-mère. Très bien, merci. Voilà, donc sait-on jamais. C'est des petites boîtes à 25 €, donc des jeux petit format, mais pas pour autant des jeux simples. Dans 1923 Cotton Club, vous allez construire et améliorer votre club de jazz. Un peu parti, un peu naze. Je descends les poubelles dans la boîte de jazz. J'arrête. Waouh, mais vous jouez du trombone à la perfection. Oui. Tout à fait. Qu'est-ce qui va se passer par ici? Vous allez pouvoir venir vous poser à différents endroits. Vous avez des petits pions que d'aucuns appelleraient des ouvriers, que vous allez venir placer sur des cases. Genre, je me place ici, oh bah dis donc, je peux récupérer l'une des cartes de cette colonne-là. Si quelqu'un veut se placer derrière, eh bah, ça va lui coûter $1. Parce qu'il y a un petit côté affrontement sur qui vient s'y mettre en premier. Très bien. Les cartes qu'on va pouvoir récupérer, ça peut être des améliorations, pour gagner des choses qui vont venir améliorer ma boîte de jazz. Je possède des guns dans ma boîte de jazz. Je suis à l'aise militairement. Je possède des guns, ouais. Je vais pouvoir récupérer des truands qui vont me permettre de faire passer de l'alcool, parce que c'était l'époque de la prohibition. L'alcool qu'on va venir trouver juste en dessous, les parties de contrebande. De la Suze. C'est un club de jazz, nous allons pouvoir payer des sous pour pouvoir venir... faire venir des musiciens, des musiciennes. venir Dizzy Gillespie. Eh bien, tout à fait, vous avez Count Basie, vous avez Cap Calloway qui est là-dedans. Allez, 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 allez. Alors Cap Calloway, tu ne le sais peut-être pas, petite info culturelle, qui a inspiré le personnage de King Dice dans Cuphead. Mais si, bien sûr. Ah, tu savais? Mais j'adore ce que fait Cap Calloway. Ah bah parfait. Non, mais Oreo. Eh ben trop cool. Ouais. Et nous avons enfin ici des VIP qui vont venir si jamais je possède assez de renommée. Toutes les cartes que je vais pouvoir récupérer vont me permettre soit de faire des actions, soit d'avancer sur différentes pistes, des pistes d'initiative, des pistes de renommée, qui vont me permettre soit de jouer en premier pour les tours suivants, pour choisir les cartes qui m'intéressent. Sébastien, ça m'a l'air tout à fait classique, mais charmant. Bah ouais, c'est ça. C'est un univers très marqué. Dans l'idée, ça invente rien, ça va être un jeu de collection de cartes, on récupère des icônes, ça nous rapporte des points de certaines façons, on va vouloir jouer avant les autres pour récupérer ce qui nous intéresse. Mais des fois, le classique, c'est bien. Et là, on n'est pas sur du classique, on est sur du jazz. C'était Aurélien, qui est d'une personne qui, sur notre Discord, dans lequel ça parle énormément de jeux de société, a fait une chose, c'est qu'il a, sur Spotify, il avait quelque chose qui s'appelle BO Games, c'est qu'il fait des bandes originales de jeux. D'accord, ok. Et donc tu peux jouer, tu fais BO Terraforming Mars ou BO Wingspan, et je pense que là, c'est un genre de jeu dont Aurélien pourrait s'emparer, faire une bande-son, une bande originale. Je pense que déjà, rien que de prendre toutes les cartes et de se dire, bon, Louis Armstrong, on connaît, mais Catherine Dunham, qui c'est? J'avoue, je la connais pas, et aller écouter peut-être un peu ce qu'elle a fait. J'adorerais la même version, mais en version française. Avec quoi? Avec Johnny? Mais non, avec Georgette Plana, Cora Vauquer, tout ça. Ah ouais. Non, mais où tu fais, tu fais une émission. Qu'est-ce qu'il y avait comme émission avec des chanteurs? La chanson. Ah ouais. Alors, étant gamin, j'aimais beaucoup la chanson. Oh, l'enfer. Ah non, facile à chanter. C'était facile à chanter, c'était pas la chanson. Avec Pascal Bruckner. Et alors, 1911, ça chante un peu moins. Eh ben oui, là, ça jouait de 2 à 4. Ici, c'est un jeu qui se joue uniquement à 2. Ok. Ça représente la course vers le pôle sud, où vous aviez Scott et Amundsen qui se sont affrontés pour arriver en premier au pôle sud. Très bien. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez essayer de construire une main de cartes en récupérant des cartes par ici. Je veux récupérer cette carte, c'est gratuit. Je veux récupérer ces 2 cartes, je vais devoir me défausser de une carte. Je veux récupérer ces 3 cartes, je dois me défausser de 3 cartes de ma main. Je vais pouvoir choisir un peu ce que je récupère. Ok, donc tu as des cartes en main et tu fais du troc un peu avec le milieu, façon Jaipur. Les cartes, par contre, je les mets pas à la place. Hein. Tu les défausses, d'accord. Ok. Donc, c'est des cartes que je ne jouerai pas. Ces cartes, elles vont être de 2 types. Des cartes neutres que je vais pouvoir jouer pour soit gagner des bonus, soit embêter mon adversaire. Ou alors des cartes sur lesquelles il y a des petites couleurs. Ces couleurs-là vont me permettre d'avancer sur le plateau. Je suis Monsieur Scott. D'accord, il y a des petits symboles de couleurs. C'est ça. Je suis Monsieur Scott, je vais pouvoir avancer sur la première case ici en jouant une carte bleue, parce que la case devant moi est bleue. Je joue une carte bleue,
j'avance. Je veux avancer d'une case au tour suivant, je vais devoir défausser une carte jaune. Mais je peux essayer de prendre un petit rush, essayer de me dire, je vais avancer de plusieurs cases d'un coup. Si je veux avancer ici, je dépose une carte jaune. Si je veux avancer ici, je dépense une carte jaune et 2 cartes vertes. Ah, et là, 3 cartes bleues après? Et non, seulement 2 autres cartes. Pour avancer de cases supplémentaires, c'est 2 cartes à chaque fois. Ah, Donc je vais avancer ici, je d'accord. dépense une carte jaune, 2 cartes vertes, Ok, 2 cartes bleues. donc quand tu pioches pas au pif. Tu te dis, bah ok, Ah je vais essayer d'avoir des oui. symboles qui vont bien, essayer d'anticiper un peu, Et puis, je éternuer vois- Scott, éternuer Amundsen et d'aller plus vite que l'autre. C'est ça, et puis je vois les cases que les couleurs que mon adversaire a besoin. Par exemple, bah, là on voit qu'il y a un côté asymétrique de Scott a besoin de bleu et Amundsen n'en a pas besoin, Amundsen a besoin de rouge et Scott n'en a pas besoin. Donc je peux aussi récupérer les cartes qui vont arranger mon adversaire. Dans les cartes, il y a des cartes qui vont notamment permettre d'être perdu. Le fait de dire je me retrouve coucou sur cette petite case et ça va globalement me faire perdre du temps. Voilà. Et ben ça a pas l'air sexy mais malin. C'est ça, il y a 4 petites extensions qui viennent ajouter un trajet retour où hop, on joue de ce côté-là. Ah mais faut revenir un peu du pôle sud. Et oui, ou en C'est plus, pas comme l'Aïka dans l'espace, non? Eh ben non, là, Oh. faut les faire revenir. Ou là, du coup, je peux avancer que d'une case par une case, et il faut que je défausse ici une carte verte et une carte qui a un symbole de pluie. Pour avancer ici, une carte jaune et une carte qui a un symbole de chien. Oh, faut que tu sacrifies ton chien pour aller au pôle sud. Eh oui, je me suis fait bouffer mon chien dans Horror Arkham. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé. Donc voilà, les 2 premiers jeux de cette gamme, il y en aura d'autres qui arriveront dans les mois et années à venir. Donc, à suivre. Un jeu maintenant qui devait sortir à Noël dernier. Il devait sortir à Noël dernier. Le jeu à côté, là? Non. Ah oui, non, lui, ah oui, le jeu d'accord, oui, devant le toi. jeu qui est devant moi. Il a que quasiment un an de retard. C'est ça. C'est, on a regardé, c'est le jeu qu'on a depuis le plus longtemps en précommande. Ça Et date. c'est vrai, je bossais l'année dernière, j'en parlais déjà aux gens. Il y a eu un similo Harry Potter, voici le similo Les Animaux Fantastiques qui vont reprendre les personnages du film, les personnages humains, et aussi les personnages de créatures des films. Donc vous allez pouvoir reconnaître évidemment Hector, Pomme d'Or, Momelu Watterson et le Faucifère, tous ces personnages extrêmement connus de cette série de films incroyable qu'est Les Animaux Fantastiques. C'est nul. Sébastien, tu craques. Non mais même Christy qui est fan d'Harry Potter au plus haut point, une Potterhead ou une Potterzouze comme on pourrait très bien dire, dit les Animaux Fantastiques, le premier était bien, le deuxième ça va, le troisième c'est une purge. Ah, il y en a 3. Et ouais, et normalement ils ont prévu d'en faire 5. Voilà. Et ben, bon, ça empêche peut-être pas le jeu d'être bien. Hein, bah non c'est ça, mais bon les cartes sont de toute façon hyper jolies. Vous avez le fameux gobelin. Ouais. Ce personnage là, oui, je l'ai vu dans les films. Il y a comment il s'appelle? Il y a lui, il est où? J'imaginerais bien moi un similo cinéma. Ah ouais. Ah, tu vois Christian Avec, Clavier dans les bronzés fondus qui. je sais pas. Mais illustré quand même par Nayad, hein, toujours. Nifleur, ouais, c'est vraiment trop beau par contre. Hein. Avec Jean-Pierre Bacry, ça serait bien. Oh. Voilà, non, j'ai cherché un personnage, je l'ai pas trouvé. Et bien tant pis, il est peut-être là. Donc toujours le même principe que Similo, je vais faire deviner quelqu'un, je joue une carte pour dire c'est comme lui, je joue une carte pour dire c'est pas comme lui. Il faut retirer des cartes. C'est coopératif, une sorte de qui est coopératif. La chanteuse de Jazz Goblin, qui pourrait très bien aller dans 1923 Cotton Club. Carrément. Ça, c'est vrai, ça vraiment, c'est un personnage que tu vois une demi-seconde dans le premier film, c'est vraiment genre, tu le vois au fond, tu fais oh c'est rigolo, c'est une Goblin, elle danse. Et voilà, ils en ont fait une carte. Tu craques, Sébastien, tu craques. Oh, les animaux fantastiques, bon voilà. L'année des 5 empereurs, c'est un jeu un peu qu'a un propos. C'est un jeu qui est sur lequel vous allez pouvoir voir, hop, alors déjà un collectif d'auteurs et un illustrateur, Look de Noom, musée et théâtre romain. C'est un jeu qui est fait en partenariat avec le Grand Lyon et un musée de la métropole de Lyon. D'accord, donc on est sur un jeu institutionnel. Ouais, c'est ça. Justement, Jules, qu'on salue, est passé aujourd'hui à la boutique et disait ouais, ça y est, c'est sorti, le projet était trop cool. L'équipe ludique, est-ce que tu sais qui c'est? C'est les gens qui ont bossé sur l'extension de Little Town. Et c'est des. Non, c'est pas ça? Alors, Il me semblait avoir vu leur nom dessus. peut-être, je vais pas dire de bêtises. L'équipe ludique, c'est en fait c'est un collectif interne à Libellude. Oui, c'est ça. Et c'est eux. Dixit, et qui font du développement de jeux pour d'autres boîtes, quoi. Ouais. Mais c'est pas eux qu'on fait. Comment ça s'appelait? Obscurio? Il me Voilà. semble que c'est Exactement. le groupe qui a fait Obscurio. Ok. Donc ça sort vraiment pas de nulle part. Voilà. Et c'est ce qu'on se dit en jouant au jeu, on dit bon oh là là, c'est encore un jeu de commande, on appelle ça dans le milieu du jeu. Ouais. Et ben ça marche plutôt très bien. Non, ouais, c'est ça. C'est Il y a un vrai jeu derrière et c'est cool. Je crois que c'est un peu révolu l'ère des les licences, on fait de la merde avec. Bon, tu me diras, on vient de présenter Similo Animaux Fantastiques. Bah après, Mais- après ça reste Similo, ça reste bien. Mais le jeu reste cool. Tu as Sonic, Ouais, très ouais, bon c'est- Sonic. Ben c'est ça en fait, de toute façon vous voyez une licence et vous voyez le nom de quelqu'un qui a bossé dessus sur la boîte, c'est qu'a priori il y a un respect pour les personnes qui ont créé, c'est probablement quelqu'un qui a dit j'ai fait un jeu et les gens se disent ah on peut avoir la licence dessus et si on le met en plus c'est logique, ben un jeu de course on met Sonic, Faut c'est que je joue complètement- à part de Star Wars, ça a l'air pas mal quand même. Ah ouais tu penses? Ouais. Ok.
Je sais que j'ai pas envie d'aimer, hein, parce que. Mais il faut dire que ça a l'air bien. Mais globalement, les variantes de Pandémie sont bien. Fonctionnent Qui joue bientôt. L'année des 5 empereurs. Qu'est-ce qui se passe? On va incarner des hauts dignitaires romains. Je vais jouer Claudius Albinus, tu vas jouer Elvius Pertinax, parce que tu es extrêmement pertinent. Merci, je en plus, tu n'as pas la... Attention, petit spoil. Nous allons donc incarner un personnage, c'est un jeu de deck building et d'affrontement sur un plateau. C'est également une course à l'objectif. Nous avons ici toute une flopée d'objectifs. Je gagne la partie si j'en remporte 4. Attention, ces objectifs, on va pouvoir se les voler les uns les autres. C'est-à-dire que vous voyez que je commence à gagner, vous allez essayer de me voler mes objectifs pour éviter de déclencher la fin de partie. Qu'est-ce qui se passe dans l'année des 5 empereurs? À chaque tour, comme dans un deck building relativement classique, je vais piocher des cartes. Ces cartes-là, dans un premier temps, elles vont me servir qu'à une chose. Je les jette et ça me fait de l'argent. Une carte basique, il n'y a rien de spécialement écrit, je la défausse, ça me fait une pièce. Une carte sur laquelle il y a un petit bonus de défausse indiqué, je la défausse, celle-là elle me fait 2 pièces. C'est très clair. Et c'est fou, hein. Les pièces que je gagne, elles vont me permettre d'acheter la première carte d'une pile de n'importe laquelle des paquets. Celui-là, cette carte-là me coûte 4 pièces, cette carte-là me coûte 3 pièces. Je veux dire, je vais acheter celle-là. Quand je la défausserai, elle me fera 3 pièces. Ben justement, avec mes pièces, je vais acheter ça et je la défausse. Ok, tu te crées un petit moteur, tu t'enrichis paisiblement, tranquillement, au fur et à mesure qu'on fait des tours assez dynamiques. Petite originalité, justement pour ajouter aux dynamiques, toutes les cartes que j'ai jouées, directement, je les mélange et je les remets sous ma pioche. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'attendre d'avoir vidé tout mon deck pour pouvoir jouer les cartes. Ok, elles reviendront un peu dans un certain ordre, de certaines mains, très bien. C'est ça. Et on va faire ça, chacun notre tour, pendant un certain temps. Les cartes, pendant un premier temps, ne nous servent qu'à acheter des cartes. Manche 1. À un moment, quand je le veux, je peux décider de switcher et me dire, moi, je suis empereur. Oh, vas-y. Et ouais, et on va pouvoir tous faire ça. Ouais, moi aussi. Je décide, je suis empereur. Regardez, j'ai des beaux lauriers. À ce moment-là, mince. Oh, j'ai oublié son nom. Le gars qui possède le groupe Hachette. Bolloré? Oui, Bollorier. J'avais plus son prénom. Et alors? Parce que t'avais dit j'ai des Bolloriers. Ah, j'ai des Bolloré. Vous avez des Bolloré, Vincent? Oui, voilà, Vincent, voilà, vous avez Vincent Bollorier. C'est un jeu de blague coopératif. Quand je passe empereur, je vais pouvoir dire cette région, Carthage, c'est à moi. Donc j'y pose ma base et j'y pose une petite légion. À partir de ce moment, les cartes qui sont liées à Carthage me coûtent toujours le même prix. À partir de ce moment, à Carthage, il ne se passe rien. Si je veux acheter des cartes d'un autre paquet, ça me coûtera 2 pièces plus cher. Parce que c'est plus chez moi, il faut importer. Ça coûte. Dans un royaume étranger. Eh ben oui, n'est-ce pas? On revient à Chirac contre Mitterrand. Et à partir de ce moment-là, les cartes que je vais posséder, je vais pouvoir les utiliser non pas seulement pour le pouvoir de défausse, mais pour le pouvoir qui est indiqué en bas de la carte. C'est-à-dire que cette carte, je peux la poser devant moi. À partir de ce moment, elle reste devant moi, elle n'y bougera plus. Et ça va me permettre de faire différentes choses, notamment de valider mes objectifs. Cette carte-là, qu'est-ce qu'elle me dit? Si je glisse dessous une carte qui a un personnage jaune, ça va me rapporter une étoile de réputation bleue. Donc cette carte-là me donne une étoile de réputation bleue. Et on rappelle que les objectifs, c'est d'avoir 3 étoiles de réputation bleue, des choses comme ça. Une étoile de réputation de chaque couleur. Sachant que là, si je récupère cette carte-là parce que j'ai 3 étoiles de réputation bleue, si toi à un moment t'en as 4, tu me voles l'objectif. Ok. Donc en fait, t'es en train de dire qu'à un moment, tu vas te spécialiser sur un paquet, prendre les gardes de ce truc-là, et essayer de vite faire tes missions pour devenir empereur avant les autres. C'est ça. Mais attends, parce que t'as fait ta région, t'as mis des troupes à l'intérieur. Ça change quoi, les troupes là? Les troupes, je vais pouvoir. Il y a certaines actions que je vais pouvoir utiliser grâce à de l'argent ou grâce à des cartes qui vont me permettre de dire, j'ajoute des nouvelles troupes, ou alors je déplace une troupe. Je déplace une troupe ici, et toi tu t'étais placé ici à Alexandrie. Je me déplace là, un combat se déclenche, les 2 unités meurent et reviennent démobilisées dans ta région initiale. D'accord. Donc justement, ça va permettre il y a certains objectifs qui disent je gagne un objectif si jamais j'ai des troupes sur 3 régions différentes, ou si jamais j'ai des troupes à Rome. Et bien le fait d'aller s'attaquer, ça va permettre justement de faire perdre les objectifs aux autres. Ok, deck building. Truc assez un peu légèrement, tu customises ton jeu et tu te fais la guerre sur un plateau au fur et à mesure. Ouais. C'est, à partir de quel âge je vais le mettre? 12 ans et plus. C'est honnêtement, tu vois, genre Living Forest, c'est 10 ans et plus. Je pense pas que ce soit spécialement beaucoup plus compliqué que Living Forest. Peut-être les parties d'initiation sont effectivement un peu plus simples. Pour des parties un peu plus complètes, vous allez ajouter des cartes qui ont des effets un peu plus compliqués. Donc effectivement, c'est peut-être là que va s'ajouter le côté plus difficile. Très bien. C'est un truc qui est très dynamique. Combien de joueurs? C'est 2 minutes. De 2 à 5. Ok, cool. Voilà. Et c'est, ils indiquent 40 minutes de partie. Je pense, c'est complètement respecté et on n'attend pas son tour 20 000 ans. Il nous reste un jeu à présenter, Sébastien. Un jeu, et non pas des moindres. Ah ouais? Ouais. Alors je vais juste aller checker que les micros tournent encore. Ah ouais, ce temps-là. Ça te laisse
Le temps de respirer, parle encore, dis des trucs. Salut, comment ça va? Ton micro est coupé. Alors je fais une pause, hop, coupure de micro. Hein, c'est bon, les micros remarchent. Waouh, incroyable. Je pense que cette vidéo va être Quelle transition. géniale. Laissez-nous vous parler de Précognition, un jeu de Julien Protière, l'auteur de Cosmopolite. L'auteur de la marche du crabe. Là, pour le coup, bon, je vais pas vous mentir, c'est un jeu qui est un chouïa plus complexe que les jeux qu'il avait pu nous proposer juste là. Un jeu édité par les Ludonautes, Living Forest, Colt Express, vous connaissez. C'est leur grosse sortie de Essen, mais Ouais. vous n'avez pas besoin d'aller forcément en Allemagne pour jouer à tout ça. Il est déjà disponible dans les bonnes boutiques C'est ça. françaises. C'est un jeu qui a un thème assez fort. On va incarner des immunes, des petites créatures qui vivent dans une rivière. Dans un monde dans lequel 99% de la population a disparu en l'espace de très peu de temps. Ah, on est déjà en 2026. Donc, Dis donc, c'est fou, hein. Notre but, ça va être d'aller sauver des humains et récupérer des humains et les sauver de la corruption. Pour ça, on va les ramener sur notre bateau et on va pouvoir faire différentes choses. On va pouvoir activer des cartes. 2 cartes à chaque tour. Quand j'active une carte, je vais pouvoir gagner le bonus qui est indiqué au-dessus. de la nourriture. Voilà. Si je joue une seule carte, ça me coûte rien. Si je joue les 2 cartes qu'il y a devant moi, je vais payer le coût qui est indiqué ici en humains. C'est des humains que j'ai expédiés de mon bateau pour qu'ils aillent récupérer des trucs sur les bords de la rivière. Donc là, en gros, ça m'a coûté 2 plus 0, 2 humains. Je prends 2 humains qui sont sur mon bateau et qui sont sains, que je vais mettre dans ma zone de contamination. Maintenant, ils ont le Covid. Maintenant, ils ont le Covid. Je vais pouvoir plus tard les soigner, ne vous en faites pas, ils vont très très bien aller. Donc voilà, à mon tour, j'ai 2 cartes, je peux en activer une ou 2. Mais 2, c'est payant. Mais 2, c'est payant. Les cartes, il y en a de 4 types différents. Ces cartes-là me permettent de récupérer de la nourriture. À différents moments de la partie, il va falloir que je nourrisse mes humains, sinon ils vont canner, comme Guillaume. Je vais pouvoir récupérer des cartes qui me donnent des humains, justement des humains que j'aurais été chercher, dire hey, « viens sur le bateau, ça va être bien ». Mais quand ils arrivent, ils sont contaminés, il faudra que je les soigne. Comme Guillaume. Comme Guillaume. Il y a des cartes qui vont me donner des batteries, que je vais pouvoir utiliser pour activer mes machines, qui me permettront de débloquer des pouvoirs spéciaux, et j'y reviendrai après. Et des cartes qui me permettent de récupérer des nouveaux immunes, qui vont me permettre justement de faire énormément de choses. Donc 4 types de cartes différentes qui me permettent de récupérer 4 choses différentes. Mon but, pour gagner la partie, c'est d'avoir le plus d'humains sains à la fin de la partie. En gros, j'ai 18 humains sains, c'est mon score, j'ai 18 points à la fin de la partie. Hier, moi, j'en avais 1. Voilà. Moi, j'en avais 13, Nico en avait 23. Waouh, quel homme. Voilà, franchement, Nico est plutôt extrêmement balèze. Sauf aux Olympiades. Eh oui. Ah. Non, je déconne, il a tout gagné. Sauf le moment où il fallait gagner, quoi. Sauf quand il fallait gagner. Quel dommage. Sacré Zidane. C'est ça, eh oui. À ça du bol de sangria. En plus de ça, mes 2 cartes, si jamais elles sont de la même couleur, je vais pouvoir activer des pouvoirs bonus. Donc là, j'ai joué 2 cartes jaunes, je peux gagner une batterie et 2 de nourriture. Les 2 cartes que tu as jouées, il va se passer quand même un truc avec l'une d'entre elles. Ouais. Ça, justement, on y reviendra juste un tout petit peu après. Le dernier truc que je voulais vous dire, justement, là, c'est en gros, là, je vous explique le fonctionnement du jeu, parce que vous allez comprendre que la mécanique principale est un peu particulière. C'est pour ça que je vais expliquer ça à la fin, de manière à ce que vous voyez un peu en quoi consiste le jeu. Si jamais les 2 cartes que j'avais jouées étaient de couleurs différentes, c'est là où je vais pouvoir activer mes machines. Je peux activer cette machine si elle est chargée. Ça, c'est diablement malin. Et que j'ai une carte rouge et une carte qui n'est pas rouge. Ici, tu gagneras un humain si jamais tu as joué une carte bleue et une carte qui n'est pas bleue. Et que ta machine a été chargée avec des batteries. Et c'est là qu'on rentre dans dans le problème. Non, pas forcément, mais dans le truc un peu compliqué à expliquer. On se dit en boutique, comment on va faire pour faire en sorte que les gens se comprennent de quoi il s'agit. Le jeu utilise un système qui a été gentiment nommé le Dual Select System, qui est en gros une espèce de mécanique de draft qui est un peu particulière. À chaque tour, comme je vous l'ai dit, je peux activer 2 cartes. À la fin de ce tour, les cartes que j'ai jouées, elles sont défaussées. Je vais repiocher 2 cartes. Donc j'aurai à nouveau 4 cartes devant moi. 2 cartes ici, qui sont restées du tour d'avant, et 2 cartes que je viens de piocher. Parmi les 2 cartes qui sont restées devant moi, il y en a une que je vais passer à mon voisin de gauche, qui est une carte qui sera obligée de jouer, enfin qui sera l'une des 2 cartes qu'il pourra jouer à son tour. Parmi les 3 cartes qui me restent, il y en a une que je garde et que j'activerai moi-même. Jusque-là, on est bon. Ouais. Donc à mon tour, les 2 cartes que je vais pouvoir activer, c'est une que j'ai choisie et une que mon voisin de droite m'a passée. Les 2 cartes parmi les 4 cartes que j'avais, les 2 cartes qui me restaient, je les fais passer à mon voisin de droite. Et c'est parmi ces 2 cartes-là qu'il choisira la carte qui va me refiler. Donc en fait, il y a un système de draft, mais on a une petite vision sur les cartes qu'on va pouvoir recevoir au tour suivant. C'est pour ça que ça s'appelle précognition. Eh oui, parce qu'on va pouvoir un peu anticiper ce qui va se passer. Par exemple, là, je passe à mon voisin 2 cartes vertes, c'est-à-dire que parmi les cartes que j'ai chez moi, si je choisis une carte verte, j'aurai 2 cartes vertes à jouer, donc je pourrais gagner leur bonus. Ou alors je pourrais dire, je passe une carte verte ou une carte rouge. Donc je vais essayer d'activer des machines qui me permettent d'activer
une carte verte, une carte différente, une carte rouge, une carte différente. On peut essayer d'anticiper un peu ce qui va se passer. Mais ce système-là est pas du tout intuitif. Dans un premier temps, on cherche à se concentrer sur la partie, savoir je veux faire des humains, je veux récupérer de la nourriture. Et on se rappelle pas ce qu'on a passé à ses voisins. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous arrivez à comprendre que ce que vous allez pouvoir jouer au tour d'après, c'est ce que vous avez laissé le tour d'avant, votre cerveau va faire Wouh. Donc déjà, en fait, dans un premier temps, on cherche à se concentrer sur je fais ça, je soigne mes personnages, je fais mes machins. Avant de se dire, ah, attends, j'ai passé quoi au tour d'avant, donc qu'est-ce que je vais choper? Il faut à peu près, enfin nous, ça nous a mis à peu près la moitié de la partie pour qu'on commence un peu à se souvenir de ce qui s'est passé. Ça fait partie de ces jeux qui, pour une durée de partie de 3 quarts d'heure, 1 heure, vont quand même vous demander de la réflexion. Si vous avez bien aimé les It's a Wonderful World, It's a Wonderful Kingdom, qui sont des jeux de draft de qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je laisse aux autres et comment j'agence tout ça, Précognition se baigne clairement dans la même rivière. Ouais, et disons, c'est fou. Hein. Et c'est, et comment vous dire ça, c'est aussi un... Ça fait partie de ces jeux qui vont vous résister, c'est pas la première partie où vous ferez votre meilleur score et où vous allez tout dépoter. C'est un jeu, vous allez l'apprendre, vous allez le découvrir ensemble. Moi, ces jeux-là, j'aime bien dire aux gens, comme Five Tribes, j'aime bien dire, ce jeu-là, votre première partie, vous allez être nul. Mais c'est pas grave parce que à votre 5e, à votre 10e partie, bah, vous allez être bien meilleur parce que vous allez vous familiariser avec le système de jeu et vous allez vous améliorer au fur et à mesure de la partie, au fur et à mesure des parties. Dans les choses à noter, vous avez, donc ça c'est le mode compétitif. Thématiquement, j'avoue que moi je trouve que ça fait pas spécialement sens le fait de se dire on sauve des humains, on est tous et toutes de la même race. J'en ai sauvé plus que toi. Et j'en ai sauvé plus que toi, alors j'en ai gagné, alors j'ai gagné. Ce qui va pouvoir se passer. L'UNICEF se bat contre la Croix-Rouge. Oh, en vrai. On tient un concept. Octogone. Octogone. Ah bah Octogone, c'est quoi? C'est le week-end prochain, ce week-end? Ouais, c'est le week-end prochain. Et t'as vu? On rebondit sur plein de choses. Il y a un mode coopératif, où là, on va devoir jouer tous ensemble pour avoir un nombre d'humains sauvés à la fin de la partie. Et en plus de ça, il y aura des objectifs à valider au cours de partie. Le mode coopératif fait que on essaie de se filer des trucs qui vont nous arranger. Donc justement, il va falloir se rappeler un peu de ce qui se passe autour de la table, de dire moi je fais ci, moi je fais ça. Et il y a aussi un mode par équipe, où quand on joue à 4, on peut jouer en 2 contre 2, comme ça autour de la table. Nous on joue ensemble, nous on joue ensemble. Donc moi je veux passer à ma gauche des trucs qui sont bien, et je veux passer à ma droite des trucs qui sont pas bien. Il y a un rôle en gros de pourrisseur et un rôle de... L'attaquant, le défenseur. Voilà, c'est ça. Donc c'est un jeu, vous allez... Enfin, si jamais vous accrochez à une mécanique un peu originale, vous allez y passer plusieurs parties avant de vous dire, ok, je sais correctement jouer au jeu. Mais c'est ça pour Tatsu aussi, mais qui se joue sur des parties de plus petits jeux de cartes. Ouais, effectivement. c'est ça. Eh ben, écoute, Sébastien, je pense que là, on a fait quand même un gros pas dans la digestion de toutes les sorties de fin d'année. En plus, dernière chose, si vous achetez Précognition assez rapidement, vous pourrez récupérer des petites boîtes à monter pour ranger votre matériel de jeu. Car c'est un jeu avec très peu de plastique, vous n'avez pas de sachet plastique pour ranger. Vous pouvez avoir des petites boîtes pour mettre ça chez vous. Pensez à nous les demander en commentaire si vous passez commande sur le net ou si on venait au magasin. Dites-le nous, dites-le, dans ces dispos, j'ai vu que vous aviez encore quelques petites boîtes d'origami pour pouvoir ranger ce matériel plus... Et Amandine et Tony se feront un plaisir de vous préparer tout ça. On vous fait coucou. Ils nous ont dit, ils m'ont dit encore aujourd'hui qu'ils écoutaient ça le matin en prenant leur café avant de venir bosser, et que là, ils risquaient soit de prendre un café énorme, soit de regarder ça en plusieurs parties parce que ces dispos risquaient d'être un peu long. Normalement, on a fait le tour. Normalement, Sébastien, tu vas imploser. Ça y est, c'est terminé. Mais en final, ça s'est mieux passé que ce que j'imaginais. Le fait de effectivement compartimenter et tout, on sent que tu as l'expérience et que c'est quand même plus efficace de faire comme ça. Tu veux dire qu'on a préparé? Et un petit peu, on a taffé toi-même, tu sais. Ludicaire et vidéaste, c'est un sport de combat, Sébastien. Je pense que tu peux désormais descendre du ring, attraper une serviette, t'éponger la figure. Ah ouais, prendre une douche et manger des trucs. Ouais. On vous fait des bisous. On vous dit à ce soir pour la vidéo le retour des soirées jeux du passe-temps. Yeah! Et à très bientôt pour une future vidéo des meilleurs jeux. Et n'hésitez pas à passer commande pour tous les jeux que vous avez vus ici. Ça nous soutient, ça nous fait plaisir. Et vous, ça vous fait plaisir et ça fait plaisir à vos proches si vous leur offrez en cadeau pour Noël. Des bisous. Bye bye. Alors, vas-y, parle. Salut. Ton micro s'est éteint.